Très bien. Donc, ta question, c'était quoi, Antoinette? Si Alors, l'incité, ma question c'était, est-ce que vacuité et incité sont oui, synonymes? sont synonymes, exactement. Merci. Il y a aussi réalité. Réalité. Ouais. En tibétain, on a compagnie, c'est la vacuité. Incité, c'est déni, déchini. Et la réalité, c'est dékonani. C'est équivalent. Et cheni, il y a cheni aussi qui est aussi l'incité. Cheni, déni, c'est les deux sont équivalents. C'est incité, réalité, vacuité, exactement. Oui, magnifique. Et puis pour les phénomènes imputés, on va essayer de revenir là-dessus, puisque justement, c'est un petit peu le résultat de notre compréhension à l'issue des raisonnements. Vu qu'on essaie de raisonner, d'essayer de zoomer, d'essayer de vérifier, tiens, euh, est-ce que le soi existe tel qu'il nous apparaît? Ouais, un petit peu comme dans le Ratnavali, Nagarjuna, qui dit si le mirage était de l'eau, pourquoi ceux qui s'en approchent ne voient-ils pas de l'eau? Ouais, il dit de loin, une forme vue est d'autant plus claire quand elle est vue de près. Et si un mirage était de l'eau, pourquoi ceux qui s'en approchent ne voient-ils pas de l'eau? Donc ça veut dire que le jeu semble exister de manière inhérente, les tables, les tasses, les gens semblent exister de manière inhérente. Nous, notre boulot, c'est de vérifier, tiens, est-ce que ça existe de la manière dont ça apparaît? Et donc on se rapproche de l'objet, on fait une analyse ultime et on constate que non, il n'y a pas du tout d'existence inhérente. Ouais, donc comme les phénomènes ne sont pas trouvables dans leur base d'imputation, sinon ils auraient une existence inhérente, ils ne sont pas trouvables dans leur base d'imputation puisqu'on a zoomé, on ne les a pas trouvés, mais ils existent quand même. Et donc, s'ils existent, mais pas dans leur base d'imputation, ils existent en tant que simplement imputés, indépendants de cette base d'imputation. C'est un peu comme ça que le raisonnement se fait. Ouais, très bien. Très bien. OK. Et donc, on a dit qu'il y avait plusieurs raisonnements. Par exemple, il y a quoi comme raisonnement? Déductif et inductif. OK, comme raisonnement madhyamika. Il y a plusieurs raisonnements. Vous en avez déjà entendu parler, vous avez déjà vu dans les textes, etc. C'est les quatre essentiels. Par exemple, les quatre essentiels, exactement, c'est un raisonnement aussi qui est surtout utilisé, par exemple, dans le texte du grand cinquième Dalai Lama, ouais, qui est traduit en français d'ailleurs maintenant. Les paroles, j'ai plus le titre en tête, mais il existe en français, je vous le redonnerai. Oui, donc les quatre essentiels, ensuite, les éclats de diamant, exactement, ensuite, le raisonnement roi de l'interdépendance, ensuite, les cinq et les sept, raisonnement quintuple, raisonnement septuple, et ni un ni multiple. Ouais, donc ni un ni multiple, c'est presque inclus dans les raisonnements quintuples et septuples. Ouais, c'est un petit peu un prérequis d'une certaine manière. Donc là, j'ai des diapos pour ça. Je ne sais pas si on les verra aujourd'hui, si on aura le temps, ou demain. Et donc là, on a commencé déjà avec les quatre éclats de diamant. Ouais. Et donc, alors pourquoi on les appelle comme ça? Parce que le diamant, c'est la pierre la plus dure. Ouais. Et elle est elle-même difficile à trancher, mais elle tranche des vues fausses extrêmement difficiles à trancher. Ouais, c'est pourquoi en fait on dit que ce sont des éclats de diamant, c'est-à-dire que même un petit éclat de diamant est capable de rayer du verre. Ouais. Ok, donc ça permet de remettre en question, de détruire des vues fausses. Et donc pourquoi ces quatre? Parce qu'à l'époque en Inde, il y avait des traditions non bouddhistes. Bien sûr, quand le Bouddha est arrivé, comme on a dit, il était révolutionnaire. Et donc, il y avait des vues, par exemple, les vues Samkhya dans les traditions non bouddhistes, ouais, qui considéraient que les faits étaient déjà présents dans sa cause. D'une certaine manière, il disait ça. Il disait que, en fait, euh, il y a bien sûr les Samkhya théistes et les non-théistes. Ouais. Pour les non-théistes, ils disent qu'il y a le soi, la personne et la nature. La nature qui est comme une grosse pâte à modeler. Une grosse pâte à modeler qui façonne toutes les manifestations. Une immense pâte à modeler qui façonne toutes les manifestations et qui est permanente et qui est unitaire. Et donc, elle se retrouve elle-même dans toutes ces manifestations. Et donc, c'est comme si les manifestations étaient déjà dans leur cause. C'est-à-dire que la prakriti, la nature fondamentale, et ces manifestations sont une,
sont une. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on arrive à décrire la vue Samkhya en disant que l'effet existe déjà dans sa cause, que la manifestation de Prakriti est déjà Prakriti d'une certaine manière, est déjà la nature fondamentale. Ok, et donc c'est pourquoi les grands maîtres de la tradition indienne tibétaine, indo-tibétaine, dans la tradition de Nalanda à l'époque, ont réfuté la possibilité de se produire soi-même. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de décrypter ça ce matin. Ouais, donc si, comme vous le savez, une cause doit exister avant son effet nécessairement. Ça, c'est une loi fondamentale. Et donc, si l'effet est déjà présent dans sa cause, eh ben, forcément, il doit préexister à lui-même. Il doit préexister à lui-même. Il doit exister déjà au moment de la cause. Et donc, quel besoin a-t-il d'être produit? Parce il existe déjà. Quel besoin a-t-il de se reproduire? Parce qu'il existe déjà. Un phénomène ne se produit qu'une fois. Il n'est jamais produit deux fois. Une fois que la graine germe, c'est terminé. Elle ne germe pas deux fois. Elle germe une fois, c'est terminé. Ouais, donc, si l'effet était déjà présent dans la cause et qu'il a en plus besoin de se produire à nouveau, eh ben, il faudra qu'il se produise et se produise et se produise et se produise. Comme, je ne sais pas si vous avez déjà vu des réels sur Facebook. Sur Facebook, quand vous scrollez, et à un moment donné, il vous présente des réels, c'est des mini-vidéos. Et en fait, oui, il montre que la première image. Exactement. Donc, si ça veut dire que si la graine devait, si la pousse elle-même devait se produire elle-même, c'est-à-dire qu'elle doit se produire, se produire, se produire, se produire, exactement comme le réel qui ne montre que la première image encore, encore, encore. Et donc, la pousse ne viendra jamais à l'existence pleinement développée. Oui, ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. C'est juste pour illustrer comment ça fonctionne, ouais. C'est-à-dire que si la pousse devait se produire, se produire, se produire, se produire, eh ben, jamais elle ne grandirait. Donc, ça veut dire que rien ne viendrait vraiment de manière séquentielle à croître, etc. C'est magnifique, ça, non? Oui, Ok, magnifique. Oh là là, c'est super. Très bien. Ok. Donc, la pousse ne se produit pas elle-même. Alors, bien sûr, quand même déjà les maîtres comme Acharya Dharmakirti débattaient avec des samkhya, et il leur disait, bah, vous pouvez porter sur vous des graines de coton. Pourquoi porter une étoffe de coton? Puisque l'effet est déjà dans la cause. Porter des graines de coton, ça vous ira très bien. Et encore, il n'était pas toujours très poli. Il disait plutôt que quel est le résultat d'une nourriture? C'est l'excrément. Donc il disait, au lieu de manger de la nourriture, mangez des excréments. Ok, donc il disait, quand vous mangez de la nourriture, vous mangez des excréments, puisque l'effet est déjà dans la cause. Donc, il n'était pas toujours très poli avec eux. Donc, il disait, oui, mais vous ne voyez pas que l'effet est déjà dans la cause puisque vous n'êtes pas éveillé encore. Mais il a dit, puisque l'effet est déjà dans la cause, je suis déjà éveillé. Et donc, il devrait nécessairement voir que l'effet est déjà dans la cause puisqu'il est nécessairement déjà éveillé au moment de la cause. Et donc, ça joue pas. C'est magnifique. OK, OK. Oui, à un moment donné, il leur dit, si vous regardez par exemple un livre de Sasanté Dalama, en anglais, c'est Kindness, Clarity and Insight. Et en français, c'est 100 éléphants sur un brin d'herbe, parce que justement, il rappelle ce débat où Acharya Dharmakirti leur dit, imaginons ce vermisseau sur un brin d'herbe, s'il a accumulé le karma de renaître 100 fois sous forme d'éléphant, eh ben, il y aurait 100 éléphants sur un brin d'herbe, maintenant, parce que l'effet est déjà dans la cause. Donc ça ne joue pas, c'est magnifique, c'est très poétique, c'est beau. Ok, très bien. Petit partage d'écran. Très bien, très bien. Donc, il y a plein, plein de raisonnements qui peuvent contrecarrer le fait de penser qu'un effet naisse de lui-même. Donc, bien sûr, c'est à partir de ce moment-là, dans les textes, qu'il va y avoir cet immense débat entre les Swatantrika et les Prasangika. Parce qu'Acharya Buddhapalita va apporter un argument à l'absurde, une conséquence à l'absurde, pour dire si vous pensez qu'un effet est produit de lui-même, donc si un effet existe déjà dans la cause, il s'en suivrait à l'absurde qu'il aurait besoin d'être produit une fois, deux fois, 4 milliards de fois. Ouais, et ensuite, Acharya Bhavaviveka lui donne tort en disant il faut employer un syllogisme. Ouais. Et c'est ensuite qu'Acharya
Chandrakirti donne raison à Acharya Buddhapalita en disant si, il faut employer la conséquence à l'absurde. Il n'y a pas besoin d'un syllogisme autonome. Ok, donc c'est là que ça a donné les autonomistes et les conséquentialistes, les Swatantrika et les Prasangika. Ok, très bien. Un syllogisme, c'est, il s'ensuit que le sujet, le son, est impermanent car il est produit. Il y a trois parties, un sujet, un prédicat et une raison. C'est ça un syllogisme. Une assertion de preuve, on essaie de prouver quelque chose, mais avec un sujet, donc le son. Le son est impermanent car il est produit. Ouais, on va dire ça à quelqu'un qui pense que le son est permanent. Mais les prasangika vont dire, mais ça joue pas en fait, parce que même déjà dans les débats, on apprend qu'on peut pas débattre avec tout le monde. Ouais, on peut pas adresser un syllogisme à tout le monde. On peut adresser un syllogisme à quelqu'un qui a un doute au regard du sujet. D'ailleurs, le sujet, on l'appelle le shen de Chien, mais shen de Chien, ça veut dire un sujet au regard duquel on a un doute, qu'on veut connaître, un sujet qu'on veut connaître. Si pour la personne, il n'y a pas de doute, ah si, moi je suis persuadé que le son est permanent, cette personne n'est pas un antagoniste approprié en débat. On ne peut pas lui adresser un syllogisme, on doit adresser une conséquence qui va déstabiliser son... Non? Alors, il va dire là, parce que il a le visage d'un doute, là. C'est intéressant, mais ça me fait penser à une histoire de Covid et de machin et de foi et de tout, effectivement. Si c'est une croyance, on peut faire ce qu'on veut. Exactement. C'est Mais là quand où... c'est une chose, là, Oui, conventionnelle, oui. ça ne va pas La rentrer. personne ne doute pas encore. On va dire, les prasangika préfèrent les conséquences. Ils vont dire, si vous dites que le son est permanent, il s'ensuit à l'absurde qui n'est pas produit. Ils adressent une conséquence à l'absurde. Ils prennent cette thèse et la retournent contre elle-même, sans avoir à adhérer à la conséquence. C'est magnifique. Ils retournent le tapis contre lui-même. Donc, si la personne dit, ah oui, en effet, on se dit, tiens, peut-être que le son, à ce moment-là, en effet, si, bien sûr qu'il est produit. Tu grattes une corde de guitare, tu as du son. Donc, il est produit. Il y a bien une cause qui produit ça. Donc, il est peut-être impermanent, peut-être permanent. Et c'est là que tu peux arriver avec un syllogisme. Il s'ensuit donc que le son est impermanent, car il est produit. Si c'est produit, c'est nécessairement impermanent. Et cette personne est un antagoniste approprié et a un doute au regard du sujet, du shen de Chue Chen, du sujet au regard duquel on a un doute. C'est juste magnifique. Ouais. En réalité, on commence toujours par la conséquence, même en débat avec les sauts Antika, parce que c'est comme ça, en fait, quand, par exemple, oui, si quelqu'un dit, il s'ensuit donc, si le défenseur dit le son est permanent, on lui dira, il s'ensuit que le son n'est pas produit. Et là, il va se demander, il va se dire, mais tiens, ça pose question parce que le son est produit. Après, on va lui dire, si c'est produit, c'est nécessairement impermanent. Donc là, c'est une assertion de preuve. On va faire la relation entre la raison et le... Pas encore, c'est pas encore le syllogisme. C'est une assertion de preuve, on fait la relation entre la raison et le prédicat. Si c'est cette raison, c'est nécessairement ce prédicat. Si c'est produit, c'est nécessairement impermanent. Là, il commence à mûrir. Et là, on lui dit, s'ensuit donc que le sujet, le son est impermanent car il est produit. Et là, la personne certifie la thèse. C'est magnifique. Oui. Tout à fait, tout à fait. Oui, certifié. Oui. Si la raison est valide. Si le syllogisme est valide, la raison doit être les trois modes. Elle doit être la propriété du sujet, elle doit être l'implication et la contre-implication. Oui. Et là, même dans ces définitions-là, par exemple, la définition de la propriété du sujet dont elle preuve, c'est que le qui chen de che tien que me di ten du getsul dont un par yobani de tseneyeba. C'est ce qui est certifié comme étant, comme existant exclusivement avec le sujet d'enquête approprié, en accord avec le mode d'assertion dont elle preuve. Un sujet d'enquête, ça veut dire que c'est nécessairement un sujet au regard duquel on a un doute. Ouais. Ça, c'est vraiment passionnant, pour ceux que ça passionne. Et ensuite, l'implication. Si c'est cette raison, c'est nécessairement ce prédicat. Cette raison implique le prédicat. Et l'absence du prédicat implique l'absence de la raison, la contre-implication.
La contre-application, ouais. Counter-pervasion. Ouais. Juste pour résumer, pour quelqu'un qui de toute façon n'est pas convaincu, on devrait commencer par quoi? Par une conséquence pour déstabiliser sa vue. Donc on prend sa Parce qu'au vue, début, on commence par une vue fausse. Une vue fausse n'hésite pas. C'est pas un doute, une vue fausse. Une vue fausse, une cognition fausse, on y va les deux pieds joints. Et c'est à cause de cette conséquence que la personne va commencer à douter. Et c'est là que la personne commence à mûrir quand il faut prendre sa vue, en fait, et la retourner. et adresser un contre-exemple. Quand Exactement. Dans les débats, c'est comme ça qu'on fait. Et après, même chez les prasangika, c'est même la méthode préférée parce que pour un antagoniste qui est suffisamment mûri, qui a suffisamment de lucidité, une conséquence suffit pour qu'il génère l'inférence au regard de la vacuité. Et c'est ça qui est vraiment génial. Mais ça n'empêche pas les prasangika d'employer des syllogismes, mais pas des syllogismes autonomes, puisque rien n'a d'existence autonome. Donc c'est ça qui va faire la différence. Ouais, la propriété du sujet, l'implication et la contre-application, pour les Swatantrika, ça a une existence autonome. Pour eux, quand ils parlent du son, c'est un son autonome, un son qui existe par ses propres caractéristiques conventionnellement. Et donc, pour eux, l'antagoniste doit accepter un même son inhérent. Mais les Prasangika disent, nous, on débat avec des Swatantrika, on n'accepte pas de son inhérent. Donc, on n'a pas besoin d'employer un syllogisme. On prend leur son inhérent et on le retourne contre lui-même. C'est très habile. Très habile. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Et en même temps, certains sont allés jusqu'à dire que les Prasangika n'avaient pas de vue. Ouais, ça, je vous l'enverrai. J'ai un petit texte là-dessus. Je crois que c'est la Tsongkhapa qui parle. C'est la question, se pose la question, est-ce que les Prasangika affirment quelque chose ou non? Et en fait, les Prasangika affirment quelque chose. Ouais. Ok, donc ça, c'est littéralement même, on le retrouve dans les traités originaux de Arya Nagarjuna. On voit, il dit, nous ne voyons pas d'autres possibilités. Nous affirmons que. Donc ça veut dire qu'ils affirment quelque chose. Ok, magnifique. Donc, il y aura beaucoup de choses à dire. Il faudra un troisième week. Il y a énormément de choses à dire là-dessus. Ok, très bien. Donc, si par exemple, si la conscience visuelle, par exemple, était produite d'elle-même, donc à partir d'elle-même, la production serait inutile et sans fin. C'est la conséquence à l'absurde. C'est magnifique. Donc, dans les traités, comme ça, c'est très difficile. Il y a un passage très difficile parce que justement, quand Acharya Viveka dit oui, mais on devrait affirmer la conséquence opposée avec un syllogisme, mais ça poserait question. Ça voudrait dire que la production serait utile. Or, elle ne l'est pas. Ouais, ouais, ok. Elle ne l'est pas si elle est produite d'elle-même. Très bien. Et si elle n'est pas produite d'elle-même, elle n'est pas. Oui, si elle n'est pas produite d'elle-même et qu'elle est produite par quelque chose d'autre de manière inhérente, elle reste inutile, elle n'est pas utile de toute façon. Donc c'est pourquoi il y a quelque chose qui cloche dans l'assertion soit en tous les cas. OK. Donc, vous êtes d'accord pour dire que si la conscience visuelle, par exemple, est-ce que vous pourriez avoir une conscience visuelle appréhendant cette tasse sans cette tasse? Non, c'est impossible. Cette tasse est une condition sine qua non de votre perception visuelle de la tasse. Ouais. Donc, c'est l'une des causes de votre conscience visuelle appréhendant cette tasse. Si elle n'était pas là, il n'y aurait pas de conscience visuelle appréhendant cette tasse, tout simplement. Il y aurait une conscience visuelle qui appréhende autre chose. OK, très bien. Très bien, très bien. Et donc, en effet, si la conscience visuelle appréhendant la tasse se produisait elle-même, eh ben, ce serait totalement inutile et sans fin. Ça veut dire que la conscience visuelle existerait déjà au moment de la cause. Donc, quel besoin aurait-elle de se produire à nouveau? Et ce serait sans fin, comme le réel sur Facebook. C'est-à-dire qu'elle se produit, elle se produit, elle se produit, et donc il n'y aurait jamais de second moment. Toujours que le premier moment de production. Encore, 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 et encore, sans fin. Comme dans une boucle temporelle. Ouais, ça vous parle? C'est chouette, ça, non? C'est c'est magnifique. oui, c'est Ouais, c'est comment est-ce que, parce que si la conscience visuelle qui existe déjà avait besoin de se produire à nouveau, qu'est-ce qui l'empêcherait de devoir se produire à nouveau et se produire à nouveau et se produire à nouveau? Ce serait sans fin.
Il n'y aurait aucun changement possible. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais le pied de tomate, on aurait toujours que la pousse qui se produit, qui se produit, qui se produit encore, encore et encore. Et on pourrait toujours attendre le pied de tomate. Exactement. Il y a aussi, comment ça s'appelle ce film de Tim Burton, Miss Peregrine et les enfants spéciaux. Ouais, Miss Peregrine et les enfants particuliers. C'est un très beau film aussi, ouais. Et donc, ils sont dans une boucle temporelle. OK. L'effet serait déjà présent au moment de la cause, oui. Ouais. Et donc? Par exemple. Ouais. Non. Non, parce que pour développer la concentration, il faut que l'objet soit stable pour développer la concentration au début. Après, si l'objet est instable, c'est pas grave. Une fois qu'on a une bonne concentration, mais quelqu'un qui est hyper stable, il peut employer la méditation analytique. Sa méditation analytique va renforcer sa stabilité au lieu de la perturber. Ouais, dans ce cas-là, l'objet peut être mouvant, etc. Mais au début, on essaie d'avoir une image fixe. Donc, on visualise, c'est pas visuel, hein, c'est visualisé, c'est la conscience mentale. La conscience mentale qui visualise. Donc, dans ce cas-là, on essaie de garder le même objet, le même objet, le même objet, etc. Alors, c'est pas facile parce que l'objet a tendance à partir, mais on essaie de le visualiser. Mais en essayant de faire en sorte de ne pas faire les retouches. Ouais, parce que sinon, si on fait les retouches, c'est une méditation analytique. Donc, on a la tendance à ne pas se satisfaire d'une image imparfaite. Et dans ce cas-là, on n'a jamais l'occasion de développer la vraie focalisation. On est toujours dans une méditation analytique à faire les retouches. Ça, c'est le vrai danger. Et dans Emptiness Yoga aussi, Jeffrey Hawkins dit la même chose. Il dit quand on médite de manière analytique sur la vacuité, le danger, c'est de faire canaliser, de ne jamais se poser sur une conclusion, même imparfaite. Ouais. OK. Donc le fait serait déjà présent au moment de la cause elle-même. Quel besoin aurait-il d'être produit puisqu'il existe déjà? Quel besoin? Ouais. Très bien. Ouais. Une pousse devrait à nouveau être produite, puis encore et encore, sans fin, de sorte que la plante n'aurait jamais l'occasion de se développer. On pourrait toujours attendre les tomates. Très bien. Ce qui existe dans quelque chose ne peut être produit par cela, comme du thé dans une tasse. Le thé existe dans la tasse, et donc il n'est pas produit par la tasse, puisqu'il coexiste à la tasse. Ouais, souvenez-vous que la causalité est toujours séquentielle. Si deux phénomènes coexistent, ils ne sont nécessairement pas causaux. Ça, c'est très important. Si deux phénomènes coexistent, ils ne sont nécessairement pas cause et effet l'un de l'autre. Nécessairement pas. Vu que le thé existe dans la tasse, il existe pendant la tasse, au moment de la tasse. Il est simultané à la tasse. Donc l'un ne produit pas l'autre, nécessairement. Ça, c'est très important. Sauf pour les afflictions. Ah, il y avait une histoire comme ça pour les afflictions. Une cause et un effet, mais pas simultanément. C'est pas la même cause, le même effet, mais peuvent être les deux en même temps. Oui, La colère, c'est une conséquence et oui, une cause, mais pas de la même manière. oui. C'est ça que je veux dire. OK. OK. Oui, donc on dira, en effet, si deux phénomènes sont simultanés, par exemple, si on dit qu'il y a un moment d'ignorance, dans un instant de conscience, il y a l'ignorance et la colère, l'ignorance de cette colère présente, là, n'est pas sa cause. Elle est la cause du moment immédiatement ultérieur. Bah oui, parce que sinon, la cause et son effet coexistent, c'est pas possible. C'est pareil pour les facteurs mentaux, quand on étudie l'auric, ouais, pour les facteurs mentaux. La définition du contact, c'est de servir de support à la sensation. Donc, ça veut dire qu'ils causent la sensation, mais ils sont omniprésents. S'ils sont omniprésents, ils sont nécessairement simultanés. Donc, comment est-ce que l'un peut être la cause de l'autre? Il est la cause de la sensation de l'instant d'après. Mais pas, il n'est pas la cause de la sensation qui est simultanée, là, ce contact. C'est pas possible.
Oui, comme le voleur qui est riche. Exactement. Excellent. Oui. Excellent. Si la pousse et la graine étaient une même entité, on verrait l'une quand on voit l'autre. Ah, ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. C'est aussi Ariana Nagarjuna, Acharya Chandra Kirti, ce sont les mêmes raisonnements. Ça, si vous lisez les textes classiques, après ça va glisser, mais comme une lettre à la poste, ça va aller tranquille. Alors une même entité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si c'était une même nature, ouais, un même objet d'une certaine manière, ouais, si la graine et la pousse étaient une même entité, exactement. Deux phénomènes qui sont une même entité sont nécessairement simultanés. Nécessairement. Ouais, ça veut dire que, par exemple, la tasse et sa couleur sont simultanées. Vous êtes d'accord? Vous n'avez pas la tasse avant sa couleur et la couleur de la tasse avant la tasse. C'est une couleur. Si on veut la peindre, c'est une couleur, mais ce n'est pas la couleur de la tasse. Ouais, si vous avez un pot de peinture et que vous voulez repeindre la tasse, avant de la repeindre, c'est de la couleur, le pot de peinture. Mais ce n'est pas encore la couleur de la tasse. Ouais, or, la couleur de la tasse et la tasse coexistent. Ouais, elles sont une même entité. Ouais. Mais une cause et son effet ne sont nécessairement pas coexistants. Il y a nécessairement d'abord la cause et ensuite l'effet. Ouais. Ok, maintenant, si la graine et la pousse étaient une même entité ou si, en effet, elles étaient, c'était un peu la même chose, si la pousse naissait à partir d'elle-même, eh ben, on verrait la graine quand on voit la pousse. Et vu que la graine a cessé quand on voit la pousse aussi aurait dû cesser. On ne pourrait même pas voir la pousse, puisque les deux sont la même chose. C'est juste magnifique. Moi, je trouve ça magnifique. C'est juste hallucinant. Quand on lit la Matson Kappa qui commente Acharya Chandrakirti, c'est d'une clarté hallucinante. Et tu dis que les deux devraient être la même chose, on ne pourrait même pas voir la pousse, puisque si la pousse et la graine sont la même chose, la graine a nécessairement cessé au moment de la pousse. Donc la pousse elle-même ne devrait même pas être visible. Waouh! Ou bien on ne verrait aucune d'elles, car en l'absence de l'une, il y aurait l'absence de l'autre. C'est exactement ça. C'est juste hallucinant. Oui, oui, mais de toute façon, ça c'est uniquement pour la causalité, la production inhérente, pour réfuter la production inhérente. On peut dire moi qui existe aujourd'hui, ce matin, d'où est-ce que je suis venu? Je suis venu du mois de cette nuit, du mois d'hier, etc. Mais je n'existe pas de manière inhérente parce que je ne suis pas produit de manière inhérente. Oui, exactement. C'est le même principe. Si la graine et la pousse étaient une, cela contredirait la perception du monde, puisque tout le monde sait qu'une graine n'est pas une pousse. Tout le monde sait qu'une pousse n'est pas une graine. Tout le monde le voit directement. Ouais, donc si les deux étaient une, ça contredirait la perception du monde, la perception mondaine. Voilà, perception conventionnelle, la cognition valide conventionnelle. Tout le monde est d'accord? Que tout le monde est capable de distinguer une graine d'une pousse? Ok. Les agents producteurs et les objets, les produits seraient la même chose. Or, normalement, c'est deux choses différentes. Ce qui agit et ce qui est produit. Ouais, ce qui produit et ce qui est produit sont deux choses différentes. L'agent et ce sur quoi on agit sont deux choses différentes. Pour les afflictions, ça ne marche pas. Alors ça, en général, cause et effet ne sont pas contradictoires. Si c'est une cause, c'est nécessairement un effet. Si c'est un effet, c'est nécessairement une cause. Donc une affliction est à la fois une cause et un effet. Hein? C'est le timing. Ça veut dire qu'une cause et son effet sont dans 99,99999 des cas contradictoires. Ouais, une cause et son effet. Hein? Le 0,0000. C'est pas la constante de Planck, c'est cause de chose et chose. Cause de chose et chose ne sont pas contradictoires. Parce que cause de chose est une chose. C'est logique. Ça, ça, c'est vraiment très spécifique, parce que c'est dans les débats où ils trouvent des exceptions. Mais sinon, dans
majorité des cas, une cause et son effet sont contradictoires. Ouais, ça joue? Non? Oui, non, laissez tomber. Cause de choses et choses, laissez tomber, là, c'est vraiment spécifique. Production à partir d'autres, pas à partir d'autres. Qui pense ça? La plupart des gens pensent qu'il y a une production à partir d'autres. Ouais. Mais ce que dit Acharya Chandrakirti, c'est que même le monde ne considère pas que la cause et son effet ont une distinction inhérente. Même le monde, la cognition valide mondaine, ne considère pas que la cause et son effet sont séparés, ont une existence inhérente. Ils prennent l'exemple d'un arbre. Par exemple, tu dis, tiens, c'est moi qui ai planté cet arbre. Or, on sait très bien que le moi qui a planté cet arbre, a planté d'abord même pas cet arbre, la cause de cet arbre, et que le moi qui a planté cet arbre, ce n'est pas exactement le même moi. Ouais, mais il est très similaire. Donc, c'est pourquoi on dit c'est moi qui ai planté cet arbre, même s'il y a 50 ans. Or, le moi d'il y a 50 ans n'est pas le même que le moi actuel. Mais ce n'est pas une séparation inhérente. Sinon, ce serait comme si c'était deux personnes distinctes. Et personne ne pense ça spontanément en disant, ah bah la personne qui a planté l'arbre, c'était pas moi. Personne ne pense ça. C'est ça qui veut dire quand même le monde ne considère pas que naître à partir d'autres, c'est de manière inhérente, même conventionnellement. Oui, j'espère. Alors oui, oui, exactement, parce que en effet, euh, ça fait partie des raisonnements qui sont donnés par Acharya Chandrakirti en particulier. C'est de dire que si la cause et son effet étaient autres de manière inhérente, eh ben, autant une cause qu'une non-cause de cet effet produirait cet effet. C'est exactement ça. Ça veut dire que euh, autant une bolognaise que du caoutchouc pourrait produire du pneu. C'est exactement ça. S'il y avait une séparation, une distinction inhérente entre la cause et son effet, eh ben, c'est comme si c'était une table et une chaise. Ce serait séparé. Et même pour la continuité de la personne, ça veut dire que si mon moi il y a quelques années a planté un arbre, et si ce moi d'il y a quelques années et ce moi actuel étaient distincts de manière inhérente, c'est comme si c'était deux continuums distincts. C'est exactement les conséquences données par Acharya Chandrakirti. C'est magnifique. Est-ce que ça vous parle? Oui, oui, avec des pneus, ça marche. Ok. L'obscurité serait produite par la flamme d'une bougie. Rien que ça, on pourrait méditer pendant des heures là-dessus. L'obscurité serait absurdement produite par la flamme d'une bougie. Ouais, parce que si on dit si une cause et son effet étaient intrinsèquement distincts, eh ben, la flamme d'une bougie n'est pas la cause de l'obscurité, mais elle pourrait très bien l'être. Qu'est-ce qui l'en empêcherait? Puisqu'il y aurait une distinction absolue entre la cause et son effet. Rien ne l'empêcherait. Et même l'obscurité pourrait produire la lumière. Tout serait chaotique. C'est ce que dit Ariana Nagarjuna. Autant les causes que les non-causes pourraient produire cet effet. Waouh! La lumière produit l'obscurité. La lumière produit l'obscurité. Donc, la lumière produit l'obscurité. C'est nouveau, ça. Si tu es dans un coin de mur, tu veux voir une fresque, etc., tu es dans l'obscurité, qu'est-ce que tu apportes pour voir ce qu'il y a sur le mur? Pour dissiper l'obscurité, qu'est-ce que tu apportes? Une lumière. La lumière dissipe l'obscurité. C'est l'ombre qui est fait par Oui, l'ombre est créée par la lumière. Ouais. Ok. pour voir que Star Wars. Il y a juste quelque chose, une question. Si tout est intrinsèquement séparé, Si c'était le cas, si c'était le cas, la lumière ne pourrait pas créer l'obscurité parce que rien ne pourrait être créé par rien si tout intrinsèquement est séparé. oui, Puisque c'est intrinsèquement, une autre raison. C'est une c'est autre pas. raison qui est donnée. Exactement. Ça veut dire que soit rien ne serait jamais produit, soit ça pourrait être produit même par ce qui généralement ne le produit pas.
Ouais. Ok. Donc, c'est un autre raisonnement, exactement, tout à fait. Aussi bien les effets que les non-effets naîtraient des causes et des non-causes. C'est magnifique. C'est exactement ça. Ouais, ça devient fou, quoi. Ouais, ce serait le chaos. Le chaos total. Exactement. C'est magnifique. C'est d'une ingéniosité hallucinante. Parce qu'il serait intrinsèquement autre, une pousse et sa graine n'appartiendraient même pas au même continuum substantiel, comme du blé et de l'orge. C'est-à-dire que, est-ce que les agriculteurs, chaque année, ils se demandent ce qu'ils vont avoir au mois de juillet? Alors, ils plantent, ils ensemencent le champ, puis ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va avoir cette année? Ça va être la surprise. Non, ils savent très bien ce qu'ils vont avoir. Ils savent très bien ce qu'ils vont avoir parce qu'il y a une continuité substantielle entre la cause et son effet. Mais si dans ce continuum, c'était que des moments séparés les uns des autres, donc sans aucun lien, intrinsèquement distincts, eh ben, ils pourraient très bien se dire, ah tiens, cette année, qu'est-ce qu'on va avoir? Là, ils auraient la surprise. Parce que ça n'appartient même pas au même continuum si c'est intrinsèquement séparé. Exactement comme dans les textes, ils disent exactement comme Maitreya et Upagupta. Et Maitreya et Upagupta sont deux continuums distincts. Ouais. Par exemple, je ne pourrais même pas me souvenir de ce que j'ai fait l'année dernière, puisque mon moi de l'année dernière serait intrinsèquement séparé de mon moi actuel. Comment est-ce que je pourrais me souvenir de vos souvenirs à vous? Comment est-ce que je pourrais me souvenir de mes souvenirs à moi? Puisque ce serait un autre continuum aussi. Ce serait la même chose. Vu que je ne me souviens pas de vos souvenirs, bah, ce serait la même chose. Je ne me souviendrai même pas de mes propres souvenirs. Est-ce qu'il y a une dissociation de personnalité? Oui. Parce que il y en a qui pourraient penser que le moi. C'est possible. C'est possible, mais même si elle le pense, ça correspond de toute façon pas à la réalité. Parce qu'on pourrait dire d'une certaine manière, en effet, le moi d'avant n'est pas le même moi que maintenant, mais c'est la même continuité. C'est-à-dire que le moi d'il y a 5 minutes par rapport au moi actuel ne sont ni intrinsèquement différents, ni exactement la même chose. Ouais. C'est ni un ni différent d'une certaine, dans le sens, il y a pas de distinction inhérente. Mais il y a une distinction, parce que le moi d'il y a 5 minutes n'avait pas encore réalisé la vacuité. Je parle pour vous. Et maintenant, votre moi actuel vient de réaliser la vacuité de production inhérente. Donc, il y a une différence. Par exemple, et c'est ce que dit Lama Tsongkhapa, il prend un contre-argument, quelqu'un qui dirait, oui, en effet, euh, ouais, c'est un petit peu un autre argument malgré tout, mais c'est très similaire par rapport à ça. C'est-à-dire que la cause et son effet ne sont de toute façon pas la même chose. Par exemple, moi, je suis un être conscient, je ne suis pas un Bouddha, mais un jour, je serai un Bouddha. Pourtant, c'est la même continuité. Un Bouddha et un non-Bouddha sont contradictoires, mais c'est la même continuité. Ouais, c'est un peu le même principe. Ok, est-ce que vous voyez tous ces cheminements-là? C'est hallucinant, non? Je sais que vous êtes complètement ébouriffés. Ouais, je trouve ça d'une... Ah, c'est hallucinant. Ok, une graine, et ça pousse. C'est comme la causalité, c'est-à-dire qu'on lève la main avant de parler et pas après. La cause vient avant son effet. Hein? Ah ouais, j'espère que vous avez bien compris ça. Oui, exactement. Il faut toujours garder le contexte. Ça, c'est très important. Sinon, on réfléchit, c'est même plus sur ce sur quoi on était censé réfléchir. On perd dans des rêvasseries qui n'ont plus rien à voir. La méditation analytique, on est censé là aussi employer la vigilance et l'attention pour voir est-ce que je suis toujours en train de penser à ça au programme de télé de ce soir. Et donc, de vraiment faire attention à ce sur quoi on est censé être en train de méditer. Ouais. Donc là, on est toujours sur quoi? C'est quel raisonnement pour réfuter quoi? La production inhérente, exactement. Et donc, on a déjà vu la production inhérente à partir de soi, et maintenant, c'est à partir d'autres. Exactement. Magnifique, vous suivez, c'est cool. Une graine et sa pousse établies de manière inhérente seraient permanentes dans le temps et coexisteraient. Oh là là. Ouais, c'est ce que dit toujours Ali Nagarjuna, chapitre 13, et dans le Vigraha Vaivartani. Ouais, s'il y avait une existence inhérente, ce serait permanent. S'il y avait une existence inhérente, ce serait permanent. Ouais, parce que ça ne dépendrait de rien, pas même de causes et de conditions. Ouais, donc si c'est permanent, une graine et sa pousse seraient permanentes, quelle relation causale aurait-elle puisqu'elle serait permanente?
Ouais, ça vous parle? Magnifique, bravo. Waouh. Et donc, à chaque fois qu'on fait ça, on essaie de méditer. Une fois qu'on a la conclusion, OK, je ne suis pas produit à partir de moi-même, donc je suis dénué de production inhérente à partir de moi-même. Et ensuite, à partir d'autres. Et donc, on reste sur la conclusion. Et ensuite, on peut continuer d'analyser, si on le souhaite, à partir de soi et d'autres. Ouais. OK, parce qu'on pourrait se dire, OK, peut-être que de soi, ça marche pas, mais d'autres, ça ne marche pas de manière inhérente, mais ça pourrait être des deux. Pourquoi pas? Certains l'ont pensé, par exemple, les Jain. Les Jain pensaient plutôt ça. Ils disaient que le corps vient de nos parents, mais la conscience vient de notre vie passée. Donc, on est le résultat à la fois de soi-même et d'autres. C'est ce qu'eux pensaient. Très bien. Et donc, bah forcément, on va dire, bah, s'il y a des incohérences du fait d'être intrinsèquement produit à partir de soi et intrinsèquement produit à partir d'autres, eh ben, il y a d'autant plus d'incohérences si on mélange les deux. Puisqu'il y a des incohérences pour A et pour B, bah, il y a des incohérences pour A et B. Les fautes attribuées aux deux premières options seraient attribuables, lui aussi. Ici aussi. C'est tout simple. C'est-à-dire que le boulot le plus important, c'est déjà les deux premiers. Le quatrième, c'est très facile. Le quatrième, un effet sans cause, personne ne va accepter ça, à part les lokayata, les nihilistes ou les matérialistes. Moi, je pense que cette existence, elle vient c'est le hasard. Ouais, le fait que les, les épines soient pointues, c'est le hasard. C'est pas la théorie de l'évolution de Darwin. C'est le hasard. Ouais, et donc, des effets sans cause. Eh ben, ça, c'est pas possible non plus. Ouais, production à partir de rien. Les efforts pour produire tels effets seraient impuissants à les produire, puisqu'ils naîtraient sans cause. Ouais, il ne faudrait pas se prendre la tête à faire chauffer de l'eau pour avoir du thé. Ce serait pas la peine. Ouais, on pourrait dire, bah, un Charvaka, on pourrait faire des histoires drôles. Un Charvaka qui parle à ses amis, est-ce que tu veux faire du thé? Je vais faire chauffer de l'eau. Non, non, c'est pas la peine. Cela contredirait la perception du monde. On sait très bien que si on veut un diplôme, il faut passer par le cursus d'études, etc. On sait que si on veut du thé, pour faire exactement, il faut ceci, il faut cela. Ouais. Tout naîtrait de n'importe quoi de façon chaotique. Et on voit très bien que ce n'est pas le cas. Ouais, ça vous parle? Et donc, si on constate qu'une causalité, soit c'est sans cause, imaginons supposément ce serait sans cause, soit si c'est par des causes, ce serait soit même sa cause, soit ce serait quelque chose d'autre sa cause, soit les deux, on a épuisé toute la palette d'options. Il n'y aurait pas une cinquième possibilité. Et donc, si on réfute chacune de ces quatre options, qu'est-ce qu'on réfute? L'existence intrinsèque. La production intrinsèque, exactement. Et donc, comme ça nous permet de nous dessaisir par rapport à tout ce qui est produit. Parce que nous, on a l'impression que c'est produit de manière inhérente. Et on le saisit comme ça aussi, de manière très, très régulière. Mais si on médite comme ça, on trouve un état d'esprit totalement antinomique par rapport à cette saisie d'un impermanent inhérent. Maintenant, il n'y a pas d'impermanent inhérent parce que rien n'est produit de manière inhérente. C'est impossible. Parce qu'on l'a constaté, vérifié, etc. Ouais, ouais, ça joue? Ça vous parle? Cachez votre joie. Pourquoi triste? Parce que c'est au contraire notre opportunité. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'effet sans cause, si les effets dépendent de causes, eh ben, on peut jouer sur les causes et avoir des effets totalement différents. On peut se transformer. Parce que si on prend le contre-pied de ça, si on était des effets inhérents, etc., on ne dépendrait de rien, etc., on ne pourrait pas jouer là-dessus, on serait statique. On ne pourrait pas jouer sur aucune cause. Là, c'est notre liberté, on a enfin notre pouvoir dans les mains. Exactement, c'est pas triste, c'est joyeux. Ah oui, mais ça développe aussi la compassion pour les autres, exactement. Ouais, très bien. Ok, donc ensuite, on va essayer de voir ce second raisonnement, si vous voulez, la réfutation des quatre extrêmes. Qu'il s'agisse d'une chose inexistante ou d'une chose existante, une condition est absurde. C'est magnifique. D'une chose inexistante, quelle pourrait être la condition? C'est-à-dire que si, je vous laisse lire tranquillement.
J'adore. Oui, c'est pareil. Conditions et causes, en général, c'est équivalent. Parce que là, il analyse les conditions. Il analyse dans le premier chapitre et il y a les 4 conditions. La condition générale ou condition causale, c'est la cause en général. Condition objectale, condition dominante et condition antécédente. Ouais, et donc, il examine ces 4 types de conditions. Mais en général, cause et conditions sont équivalents. Normalement, oui. Et si, essayez de garder là encore l'objet de négation. C'est magnifique. Oui. C'est magnifique. OK. Même dans le chapitre 4, il en parle. Voilà, la strophe 4 du chapitre 4. Quand il dit, pour une forme existante, quel besoin a-t-elle une condition? Ouais. Pour une forme inexistante, quel besoin a-t-elle une condition? Exactement, parce que c'est ça l'objet de négation. On n'est pas en train de parler d'une simple forme conventionnelle. Toujours garder ça à l'esprit. Toujours garder l'objet de négation. Sinon, ça ne fonctionne plus. Sinon, on ne comprend pas Ariana Gardiani. Et même dans ce sens du milieu par excellence, Guy Bugeaud se pose la question à un moment donné. Il se demande si Ariana Nagarjuna essaye de réfuter l'absolutisme. Mais oui, mais dès le départ, il faut garder ça à l'esprit. Sinon, on passe à côté du truc. Si une chose existait de manière inhérente, elle ne dépendrait de rien. Et donc, pas même de conditions. On pourrait avoir des milliards de conditions. Ça ne servira à rien, elle existe déjà de manière inhérente. Et si un non-existant était inhérent, intrinsèquement inexistant, des milliards de causes ne le feront jamais venir à l'existence parce qu'il est intrinsèquement inexistant. C'est exactement ça. Ah, ok. Certains affirment qu'un résultat existe déjà en soi dans la nature de sa cause. Mais alors, il ne peut se produire puisqu'il existe déjà. Donc ça, on a déjà vu ce type d'argument. Ouais. Magnifique. Si déjà ça résonne comme quelque chose de familier, c'est que déjà c'est compris. C'est magnifique ça. Je pense que si. D'autres affirment qu'un résultat existe en soi, mais non dans la nature de sa cause. Donc, il ne peut se produire puisqu'il n'est pas dans la nature de sa cause. Ouais, si un effet est inexistant au moment de la cause, et s'il était inexistant en soi au moment de la cause, même quand la cause a cessé, etc., il resterait un inexistant. Même quand la cause a produit quelque chose, l'effet reste inexistant. Pourquoi? Parce qu'il est inexistant de manière inhérente. Tout ce qui est inexistant de manière inhérente, rien ne le fera venir à l'existence. Rien. C'est ça que ça veut dire, ouais. D'autres encore affirment qu'un résultat à la fois existe et n'existe pas dans sa cause. Ça, Ariana Nagarjuna ne l'acceptera jamais. Il n'accepte pas, par exemple, dans le Shunyata Saptati Karika, dans la psychologie bouddhiste de la vacuité, il dit aucun phénomène n'a deux natures contradictoires. Ouais, il dit c'est pas cohérent. Donc ça, on ne peut pas à la fois exister et ne pas exister. Mais certains imaginaient ça, donc c'est pourquoi lui, il le réfute. Ça ne veut pas dire qu'il accepte les deux. Il réfute les deux. Il réfute à la fois l'existence et la non-existence. Comment c'est un postulat, ça. Ah, c'est un postulat totalement sans fondement, de Non, penser que quelque chose existe et n'existe pas. mais, ouais, mais dans l'inverse. C'est-à-dire que vous postulez que ça, c'est faux de dire que ça ne peut pas exister, pas exister, Ouais, exister, mais pas exister. parce qu'en fait, c'est une loi de contradiction. Ça veut dire que soit on existe, soit on n'existe pas. Soit on est impermanent, soit on n'est pas impermanent. Soit on est une table, soit on n'est pas une table. On ne peut pas être à la fois une table et une non-table. Et ça fait partie de quelle logique, quel postulat de base? Ouais, ça, c'est la loi de non-contradiction. Ça veut dire que la nature est cohérente. Ouais, comme une porte est ouverte ou fermée. Ouais. Elle n'est pas à la fois ouverte et fermée. Par rapport aux vérités conventionnelles. Ouais, exactement. Ça veut dire que soit c'est une table, soit c'est pas une table. Soit c'est impermanent, soit c'est pas impermanent. Ça peut pas être à la fois impermanent et pas impermanent. C'est-à-dire que un phénomène ne peut pas avoir deux natures contradictoires, deux, euh, deux, deux natures contradictoires. Ça, il n'y a personne qui pourra contredire ça, justement. Exactement. La science, etc. Ouais. Ou même les, je sais pas, Ça peut être ni l'un ni l'autre. Par Ok. exemple, le chat de Schrödinger, c'est ni l'un ni l'autre.
Le chat de Schrödinger, c'est pas, tiens, il est à la fois mort et vivant. En réalité, il n'est ni l'un ni l'autre tant qu'on ne l'a pas mesuré. En réalité, c'est un abus de langage de dire qu'il est les deux. C'est un abus de langage. Ouais. C'est-à-dire que le chat, s'il est dans la boîte pendant 15 jours, on ne sait pas encore, tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, on ne sait pas s'il est toujours mort ou vivant. C'est-à-dire qu'il faut l'observer. Tant qu'on ne l'observe pas, on ne peut pas savoir s'il est mort ou vivant. Donc certains ont un abus de langage en disant il est les deux. Mais en réalité, il n'est ni l'un ni l'autre tant qu'on ne l'observe pas. Exactement. Et donc ça, dans ce cas-là, c'est proche de la compréhension ultime. C'est-à-dire qu'ultimement, rien n'est ni mort ni vivant. Mais conventionnellement, on ne peut pas dire que quelque chose soit à la fois, même un mort-vivant, n'est aucun des deux. Bon, ça peut exister, je sais pas, ça peut exister. Peut-être un fantôme à la rigueur. C'est peut-être un abus de langage de parler de mort-vivant. Ouais, en réalité, aucun phénomène n'a deux natures contradictoires. Mais ces deux natures contradictoires peuvent être niées ultimement. En effet, ultimement, on ne peut ni parler d'impermanence, ni de non-impermanence, ultimement. Ultimement, on ne peut rien affirmer. Mais conventionnellement, on ne peut pas dire que quelque chose soit à la fois impermanent et pas impermanent. C'est soit l'un, soit l'autre. Ça, c'est très important. Une vérité fausse. Oui, oui, exactement. Mais on pourrait dire que même la vacuité pourrait très bien être vraie au regard de l'ignorance. Certains vont dire ça. Certains peuvent très bien saisir l'existence inhérente de la vacuité, qui elle pourtant est vraie. Oui, ok, mais elle existe. Ok, donc si ça existe faussement, la vérité ultime existe faussement. Pour un esprit conventionnel. Pour un esprit conventionnel. La vérité ultime, est-ce que quelque chose existe de manière véritable? Ah, il y a des choses qui peuvent exister de manière véritable. C'est pour un Madhyamika, rien n'existe de manière véritable, tout existe de manière fausse, même la vérité ultime. Et elle est vraie, mais elle n'a pas d'existence véritable. C'est deux choses différentes. Wow. Donc, à part ça, dans tout ce qu'on fait là, on parle toujours d'existence intrinsèque ou inhérente, Ouais. mais toute notre argumentation utilise des arguments conventionnels. On est bien d'accord. Oui, Ça, c'est exactement ce sujet-là, dans le Vigraha Vyavartani, où les absolutistes disent à Nagarjuna, ils lui disent, mais comment est-ce que vous pouvez affirmer l'absence d'existence inhérente puisque votre affirmation elle-même est dénuée d'existence inhérente? C'est là où il dit, puisque je n'affirme rien, je ne suis pas sujet à controverse. Et certains disent, ah, bah, les prasangika n'affirment rien. Non, je n'affirme rien en soi. Je n'affirme rien qui existe de manière inhérente. Mes arguments contre la vacuité, eux-mêmes sont dénués d'existence inhérente. C'est ça qu'il dit. Puisque je n'affirme rien, je ne suis pas sujet à controverse. Certains le prennent littéralement en pensant que les prasangika n'affirment rien. Or, ils n'affirment rien qui existerait en soi. C'est ça qu'il est en train de dire. c'est pour ça que c'est les non-conséquentialistes. Non, C'est les conséquentialistes. Ils affirment des conséquences. Ils affirment des conséquences à l'absurde, mais ils ne les affirment pas de manière inhérente. Leurs conséquences n'existent pas de manière inhérente. C'est ça qu'il dit quand il dit je n'affirme rien. C'est magnifique, ça. Tout à fait. Dans la vacuité, ça veut dire au sens ultime. Ultimement, il n'y a rien. Tout à fait. Exactement, ni obtention, ni non-obtention. Exactement, ça c'est très très important. Très important. Ça veut dire ultimement, il n'y a rien à trouver. Si on passe tout à la machine à rayon X ultime, c'est impossible de trouver quoi que ce soit. C'est impossible de trouver quoi que ce soit qui était cherché initialement. Parce qu'on trouve quelque chose, on trouve la vacuité, l'existence ultime. Exactement, mais ce n'est pas ce qui était cherché initialement. Waouh! Ah, mais je trouve ça magnifique. Hein? J'espère que ce que je raconte là, c'est pas du charabia. Parce que c'est Ariana Nagaduna que je cite, hein, moi je raconte pas. Je n'invente rien, hein.
Ben, c'est le même principe que dans le chapitre 9 du Bodhisattva Shantideva, où il y a les réalistes qui disent: ah oui, mais vous pouvez toujours réaliser la vacuité, vous avez toujours la saisie exactement comme quelqu'un qui continue de manière intellectuelle de penser à la vacuité, mais cette personne a toujours de la saisie. Le Bodhisattva Shantideva dit: c'est exactement comme un créateur d'une illusion qui peut très bien tomber amoureux de son illusion. Parce qu'il il a compris intellectuellement peut-être que c'était une illusion, mais il ne l'a pas digéré, c'est pas encore une réalisation expérientielle, c'est que une compréhension intellectuelle. Ça suffit pas l'intellect, ça n'a jamais suffi, jamais. Ouais. Shunyata Saptati, psychologie bouddhiste de la vacuité, pour Alex. Tu pourras nous redire parce que tu as emprunté le livre, donc tu pourras nous redire si c'est bien ce qu'il dit. Certains affirment qu'un résultat, donc existence soit, etc., donc ça on l'a vu. D'autres encore affirment, c'était pour te réveiller, ton samadhi sur la vacuité. D'autres encore affirment qu'un résultat à la fois existe et n'existe pas en soi dans sa cause. Ça, c'est impossible. C'est soit ça existe en soi, soit ça n'existe pas en soi. Et ça, il faut vraiment en être convaincu. Parce que c'est surtout pour le raisonnement de l'existence dépendante, l'interdépendance. Ça, c'est primordial. Parce que si on veut raisonner en disant: OK, la tasse ou moi ou n'importe quoi est dénué d'existence indépendante, pourquoi? Parce que ça existe de manière dépendante. C'est bien la preuve qu'il faut accepter la loi de contradiction. C'est soit c'est indépendant, soit c'est dépendant. Plus on va prouver que c'est dépendant, plus on va réfuter que c'est indépendant. Si on n'accepte pas cette loi de contradiction, on va se dire: OK, je vais méditer pendant des siècles sur l'existence dépendante. Ça ne va pas entamer le moins du monde ma saisie d'existence indépendante. Or, si, nécessairement, parce que c'est soit l'un, soit l'autre. Ça, c'est très, très important. Ouais. Mais alors, après, on va faire une pause. Mais alors, ils soutiennent des points de vue contradictoires sur un même objet, car un objet ne peut simultanément exister et ne pas exister. Ariana Nagarjuna le dit lui-même: aucun phénomène n'a deux natures contradictoires. C'est vraiment un être exceptionnel. OK, on va faire une petite pause. Merci beaucoup. On se rejoint dans 4 minutes. Dans 7, comme d'habitude. Dans 7 minutes. À tout de suite. Merci beaucoup. Merci. OK, bienvenue, bienvenue. Très bien. Et donc, on est en train de parler des raisonnements. On a vu quoi comme raisonnement? On a parlé de quoi? On a parlé des éclats de diamant. On a parlé des éclats de diamant, exactement. Ouais, là, on réfute la production inhérente à partir de soi, d'autres, des deux et sans cause. Exactement. Ensuite, réfutation des quatre extrêmes. Réfutation des quatre extrêmes, on a juste vu les citations d'Nagarjuna. Ouais. Dans le Madhyamaka Shastra, moi je l'appelle comme ça parce que c'est plus facile à dire, mais il y a aussi le Prajnanama Mula Madhyamaka Karika. Mais je préfère dire Madhyamaka Shastra. Allez savoir pourquoi. Le traité racine de la voie médiane, oui. Et Shunyata Saptati Karika, ce sont les 70 strophes sur la vacuité. Ok, très bien. Donc là, c'est très similaire, ouais. Par exemple, dans le chapitre 4, euh, strophe 4, ouais, quand il dit Rupe Sati Eva Rupasya Karanam no Papadyate, pour une forme qui existe, quel besoin a-t-elle d'une cause? Pour une forme qui existe en soi de manière inhérente, elle n'a pas besoin de cause. Elle existe en soi, elle ne dépend de rien, pas même de cause. Très bien. Si les causes engendrent des effets intrinsèquement existants. Donc, le premier, c'était quoi? Intrinsèquement inexistant, non? C'était pas ça? Production à partir d'autres. OK. Oui, parce que ça pourrait être un sous-argument, on pourrait dire. Très bien. Ah voilà, non, c'est parce que c'est tout simplement le deuxième argument. C'est pourquoi on parle de 2A, 2B, 2C, 2D. C'est pour ça. OK. Donc, si les causes engendrent des effets intrinsèquement existants, intrinsèquement non existants. D'ailleurs, dans la même strophe, chapitre 4, strophe 4, il dit pour une forme qui n'existe pas, quel besoin a-t-elle d'une cause? Est-ce qu'elle n'existe pas en soi? Et donc, elle est non existante de manière inhérente. Et donc, même des milliards de causes ne la feront jamais venir à l'existence. Ouais.
Et ensuite, à la fois existant et non existant, ce qu'on disait avec le chat de Schrödinger. Rien n'est à la fois existant et non existant. Rien n'est à la fois permanent et non permanent. Rien n'est à la fois une table et une non-table. C'est impossible. Ouais. Rien n'est à la fois ouvert et fermé. Ouais. Mais ça peut être séquentiellement. La porte peut être ouverte le matin et fermée le soir, c'est possible. Ouais. Mais elle n'est pas ouverte et fermée en même temps, c'est impossible. Très bien. Et ni existant ni non existant, c'est impossible. Quelque chose qui ne serait ni existant ni non existant, c'est juste impossible. C'est une contradiction dans les termes. Ouais. Ok, très bien. Donc c'est pourquoi c'est assez facilement réfuté. Ouais. Magnifique. Ensuite, les quatre alternatives. Donc ça, c'est surtout donné dans le Satya Advaya Vibhanga d'Arya Acharya Jnanagarbha qui était Swatantrika Madhyamika. Ouais, c'était un disciple d'Acharya Bhavaviveka. Donc cet argument, c'est surtout pour eux. Il n'est pas si utilisé que ça. Moi, je n'ai pas trouvé beaucoup d'explications. Pourtant, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'enseignements sur ces thèmes, mais sur ce point-là, pas beaucoup. Plusieurs ne créent pas une chose. Ouais, plusieurs causes ne créent pas un effet. Ouais. Plusieurs causes ne créent pas plusieurs effets. Une cause ne crée pas plusieurs effets et une cause ne crée pas un effet. Donc, il y a quatre possibilités. Ouais. Plusieurs, un, plusieurs, un. C'est les quatre possibilités. Intrinsèquement toujours. Ah oui, mais ça, il faut vraiment le garder. Si tu le rajoutes pas, ça joue pas. Puisque pour la philosophie, ouais, pour certains ne joueraient pas, mais pour la philosophie bouddhiste, un fonctionne, c'est plusieurs créent plusieurs. Ou plusieurs créent un. Ça joue encore. C'est-à-dire que c'est jamais, ouais, conventionnellement, il n'y a jamais une seule cause. Il y a toujours un ensemble de causes. Une cause substantielle ou plusieurs même, ou plusieurs conditions coopérantes. Il y a toujours un ensemble de causes, un ensemble causal qui crée soit un effet, soit plusieurs effets. Donc conventionnellement, ça existe. Par contre, là, on cherche intrinsèquement. Là, c'est encore la même recherche. Ouais. Alors, pour Acharya Jnanagarbha, ce n'est pas intrinsèquement, c'est véritablement. Ce n'est pas la même chose. Pour les Swatantrika, l'objet de négation, c'est l'existence véritable, ce n'est pas l'existence inhérente. Ouais. C'est encore une autre chose. Ou l'existence ultime. Ouais. Et puis c'est une autre chose, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas un synonyme. Non, pour les Prasangika, c'est un synonyme. Ok. Pour les Swatantrika, l'existence véritable, c'est si le phénomène avait son propre mode d'existence non commun sans être imputé par une conscience non défectueuse. C'est- Par exemple, j'avais des diapos là-dessus aussi, mais elles n'apportent pas grand-chose. Elles illustrent simplement l'histoire du magicien. Ouais, il y a un magicien qui souffle des mantras et de la poudre de perlimpinpin sur les gens. Et les gens ont pour support un morceau de bois ou une pierre, etc. Et ce morceau de bois, à cause de la poudre de perlimpinpin, apparaît comme étant un éléphant magique. Donc les gens de l'auditoire, eux, ils ont l'impression de voir un éléphant magique. Ils n'ont pas l'impression que ça dépend du mantra, etc. Ouais. Et donc, pour eux, l'éléphant magique, il existe de son propre côté, sans que ce soit à cause de leur conscience perturbée par le mantra et la poudre de perlimpinpin. Donc, les Swatantrika, ils disent que les phénomènes ont une existence intrinsèque, mais cette existence intrinsèque ou inhérente, elle est validée par une cognition non défectueuse, par une conscience non défectueuse, visuelle, auditive, olfactive, etc. Par exemple, ils vont dire, la conscience visuelle qu'on a, c'est une perception directe. Pour eux, pour les Swatantrika, une perception directe est non erronée. Elle ne se trompe pas au regard de l'apparence. Et donc, la tasse semble exister de manière inhérente. La conscience visuelle la voit comme existant de manière inhérente, donc elle a une existence inhérente conventionnellement. Exactement. Ça veut dire en dépendance d'une conscience non défectueuse. Si la tasse avait une existence inhérente sans dépendre d'une conscience non défectueuse, ça veut dire ultimement, ce serait une existence véritable. C'est ça que ça veut dire pour eux. Ouais. Donc ça mérite des classes entières là-dessus. Ouais. Ok. Très bien. Donc on n'aura pas le temps, je pense pas. Mais ici, c'est si on dit l'existence véritable, l'existence ultime, les deux sont réfutés par les Prasangika et les Swatantrika. Ouais, ceux qui étudient les écoles philosophiques, par exemple, la définition d'un Madhyamika, c'est ce qu'on fait un peu bas. La définition d'un Madhyamika, c'est un tenant mahayaniste qui réfute l'existence véritable, même conventionnellement.
Donc, n'importe quel madhyamika, qui soit tantrika ou prasangika, réfute l'existence véritable. Là, ça joue pour les deux. Sauf qu'ils n'ont pas à avoir la même notion de ce que veut dire existence véritable. C'est plus grossier pour les soi tantrika. Ouais. Ok, très bien. Mm. Et là, on peut l'appliquer aussi. On peut l'appliquer aussi. C'est-à-dire que les prasangika peuvent très bien aussi utiliser ce raisonnement pour réfuter l'existence inhérente. Là, c'est juste que comme ça vient d'Acharya Jnanagarbha, qui était soit tantrika, lui, il ne réfute pas l'existence inhérente, mais il réfute l'existence ultime, la production ultime ou véritable. Mais ça peut être appliqué par les prasangika. Ouais, ça joue? Non, ça veut dire que... Ouais, ça veut dire que... À la fois, alors qu'avant, on utilisait le terme existence inhérente. Oui, parce que ici, Acharya Jnanagarbha, pour lui, si on réfutait l'existence inhérente, on serait nihiliste. Parce qu'il est soit tantrika, il n'est pas prasangika. Il faut être prasangika pour réfuter l'existence inhérente. C'est pour ça. Oui, en fait, oui. Oui, ça veut dire que pour eux, l'existence véritable, c'est vraiment un objet à son propre mode de non commun. C'est-à-dire que cette tasse n'est pas une autre tasse. Cette tasse a une forme particulière. Cette tasse est placée à un endroit particulier où on ne peut pas placer une autre tasse, etc. Et donc, elle a son propre mode d'existence non commun par rapport à un autre phénomène. Et ce mode non commun, il est validé par une conscience qui n'est pas défectueuse, c'est-à-dire qui n'est pas hallucinée, ou qui n'est pas, comment dire, où il n'y a pas une cause d'erreur superficielle. Voilà, par exemple, quand on est dans un train et que le train d'à côté bouge, on a l'impression que c'est le nôtre. Ça, c'est une cause d'erreur superficielle. Ouais. Et donc, pour eux, ils vont dire une cognition non défectueuse, c'est celle qui est dénuée de ces erreurs superficielles. Ouais. Et donc, ça veut dire là, ma conscience visuelle, pour eux, elle valide le fait que la tasse ait son propre mode non commun. Donc, ça veut dire que 50% de l'objet, on pourrait dire 50% du sujet, ça donne une existence inhérente conventionnellement. Conventionnel. Conventionnellement. Ah, mais Ouais. c'est inhérent et conventionnel en même temps. Oui, les places anglicans, non. Ah. Les places anglicans diront quoi? Votre existence inhérente conventionnellement, mais c'est une existence inhérente et c'est tout, et c'est réfuté. Mm. Ouais, ça veut dire que si, ils vont dire, si vous dites qu'il y a déjà une existence inhérente du côté de l'objet, etc., si l'objet existe déjà de son propre côté, quel besoin avez-vous d'une conscience non défectueuse qui va valider ça? Et là, une existence inhérente, il a une existence inhérente, c'est tout. Ouais, donc pour les personnes anglicans, ils disent, vous réfutez l'existence véritable, mais vous acceptez l'existence inhérente. Donc vous acceptez l'existence véritable, tout simplement. Puisque les deux sont pareils pour les personnes anglicans. Ouais, donc c'est difficile pour les soi-tantrika de répondre. Ah ouais, C'est très difficile. même tellement difficile que. Ils ne répondent pas. C'est le silence des arias. C'est le silence des arias. C'est magnifique. Ok, donc là, ça mérite vraiment des classes à part entière pour bien. Déjà, moi, je comprends déjà pas ce que je suis en train de raconter. Mais si on suit, c'est pour ça que vous comprenez pas. Ça me rassure. Ça rassure. Ça rassure. Ça me rassure. Très bien. Donc ici, autant pour Acharya Jnanagarbha qu'Arya Nagarjuna, existence ultime, c'est réfuté. Ouais. Sauf que Acharya Jnanagarbha, lui, pour lui, l'existence ultime, c'est légèrement plus grossier que l'existence ultime réfutée par les Prasangika. Ouais, c'est ça qui fait la différence. Ok, très bien. Et donc, bah, c'est pareil, il n'y a pas une cause engendrant un effet, plusieurs causes engendrant un effet, une cause engendra plusieurs effets, plusieurs causes engendra plusieurs effets. Ouais, donc ça, vous retrouvez dans les textes. C'est exactement le même principe que ce qu'on vient de voir dans la citation. Ouais, les citations servent de support, en fait, tout simplement. Ouais. Et le roi des raisonnements, oh là là, l'interdépendance. Ok, ça c'est magnifique. Question. Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de tous ces raisonnements-là? Mm. On pourrait en servir que un ou
C'est juste pour, c'est pour savoir qu'ils existent et puis pouvoir les utiliser à bon escient quand on débat pour les utiliser dans notre méditation, dans notre méditation. pour faire un faisceau de certitude. Parce que c'est ce qui est mentionné dans les textes, par exemple, au début du commentaire de la Matsyankapa du Madhyamaka Avatara, il pose la question, il dit oui, mais il dit, c'est ce qu'on dit traditionnellement, on dit que dans les trois tours de roue, le premier tour de roue, c'est sur les quatre nobles vérités, ouais. Et donc le Bouddha a insisté sur le non-soi de la personne, sur le premier tour de roue. Et c'est ensuite qu'il a insisté sur le non-soi des phénomènes sur les deux autres roues, les deux autres cycles. Ouais. Mais en même temps, ce que les Prasangika vont dire, c'est que même dans le premier tour de roue, le Bouddha a enseigné la vacuité d'une manière très fugace et donc avec peu de raisonnement. Et donc c'est ça qui fait la différence, c'est que les Shravaka et les Pateka Buddha doivent certifier la vacuité pour les Prasangika. Pour les Prasangika, les trois pratiquants, ils ont la même mère, la même sagesse de la vacuité. Trois pères différents, trois mérites différents. C'est la même mère. Ouais. Donc un Shravaka Ara doit réaliser la vacuité, mais il va la réaliser avec peu de raisonnement. Les Mahayanistes vont réaliser la vacuité avec plus de raisonnement, parce que c'est dans les perfections de sagesse que le Bouddha a enseigné plus de raisonnement pour certifier la vacuité. Donc non seulement il y a une différence de mérite, mais aussi une différence de profondeur par rapport à la certification de la vacuité. C'est pourquoi on emploie plus de raisonnement de la Mahayana pour certifier la vacuité, parce elle est difficile à cerner. Et après, tu peux utiliser un raisonnement, deux raisonnements, ceux qui te parlent le plus, et les user jusqu'à la corde dans ta méditation analytique. Tant que ça fonctionne, tant que tu as une forme d'expérience, même si ce n'est pas une réalisation yogique, mais il faut générer une expérience par rapport à ce que veut dire la vacuité. Et certains des raisonnements fonctionnent plus que d'autres. Ouais. Donc, chapitre 24, magnifique, strophe 19, ouais. Puisqu'il n'est aucun phénomène qui n'existe en dépendance, il n'est aucun phénomène qui ne soit vide. Oh là là. Puisqu'il puisqu'il n'est aucun phénomène qui n'existe en dépendance, il n'est aucun phénomène qui ne soit vide d'existence indépendante. Puisque tous les phénomènes existent en dépendance. Oui, exactement. Tout à fait. C'est juste que oui, en sanskrit et en tibétain, il y a la négation. Donc, oui, oui. Non, c'est peut-être juste pour une question de pied. Oui, parce qu'il pouvait très, ouais, il pouvait très bien dire, puisque tous les phénomènes existent en dépendance, tous les phénomènes sont vides. Ouais. Ouais, quand il y a une double négation, il y a une affirmation. Ouais. Oui, exactement. Ouais. Remarque, à part ça, je vais ramener le bouquin demain, je vais ramener la BD sur la vacuité, pas sur la vacuité, sur Physique quantique. physique quantique. En fait, quand on lit ça, ben, on voit que plus qu'on cherche, ben, on influence le résultat. En fait, pour ne pas influencer le résultat, il faut pas chercher. En fait. Et je me demande si ce n'est pas justement pour ça qu'il y a toutes ces négations et que c'est la vacuité d'existence intrinsèque qui fait que ça ouvre. Parce que sitôt qu'on cherche quelque chose, en fait, on trouve ce résultat en physique quantique. En physique quantique. En physique quantique. Ouais. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça fait qu'on est obligé de passer par la non-existence, enfin le non, parce que sinon, notre esprit, il cherche Parce que quelque chose. Et en fait, quand on cherche quelque chose, on trouve quelque chose. Enfin, on va trouver des choses. Parce qu'on crée ce quelque chose, en fait. Oui, mais là, c'est plus mécanique. Ça veut dire tout simplement qu'un électron est une onde si tu ne le mesures pas et il devient une particule si tu le mesures. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Pour l'esprit, ça veut dire si jamais tu cherches la vacuité, est-ce que ça veut dire que tu vas la trouver? Ouais, Par la exemple? vacuité, c'est le vide d'existence. C'est pas Oui, quelque mais chose. si tu la cherches pas, est-ce que tu vas la trouver? Ah, Non. c'est génial, hein. Mais c'est pour ça qu'au début, on était obligé de, jusqu'à ce qu'on abandonne tout ça. Alors en fait, ce qui se passe, en réalité, on n'abandonne pas l'existence inhérente, c'est pas possible, puisqu'elle n'existe pas, donc on ne peut pas l'abandonner. Ce qu'on va abandonner, c'est la saisie d'existence inhérente. Et comment est-ce qu'on abandonne la saisie d'existence inhérente? C'est en constatant qu'il n'y a jamais eu d'existence inhérente.
Et comment est-ce qu'on le constate? C'est en raisonnant, en se disant, s'il y avait une existence inhérente, quelles seraient les conséquences? Ouais, Mais je crois il faut qu'on habitue notre esprit à, en fait, aller à l'inverse à aller à l'inverse de quoi? de ce qu'on a l'habitude de tout le temps chercher et trouver. Et puis faire comme ça. Là, idéalement, c'est vraiment de se dire, OK, si vraiment l'existence inhérente existait, plus on s'en rapproche, plus on devrait la trouver. Exactement comme ce mirage. Si le mirage était de l'eau, pourquoi ceux qui s'en approchent ne voient-ils pas de l'eau? C'est-à-dire que si l'existence inhérente existait, plus on va se rapprocher de l'objet, plus on devrait le voir. Et c'est tout le contraire. Et donc, puisqu'on ne trouve pas cet objet, il n'existe pas. Puisque dans ce cas-là, c'est une raison valide de non-observation. Il y a deux types de raisons valides de non-observation. Ça, c'est la raison valide de non-observation de ce qui est susceptible d'apparaître. Si ça existait, ça devrait apparaître. Puisque ça n'apparaît pas, ça n'existe pas. Ça, c'est très important. OK. Parce qu'il est bien identifié, des fois, c'est tellement, enfin, sous-entendu, quoi. Oui, il faut l'identifier. Donc, d'autant qu'elle n'est pas toujours manifeste. Vous vous souvenez de ce texte qu'on avait vu à Genève, je crois, c'était les trois modes d'appréhension de la Tsongkhapa. C'était une citation du Lamrim Chenmo. Mais aussi dans son commentaire en Madhyamaka, il y a exactement le même passage, enfin, dit autrement, mais il dit exactement la même chose. Il dit il y a trois modes d'appréhension. On n'est pas nécessairement obligé de saisir l'existence inhérente d'une pousse. On n'est pas obligé de réfuter l'existence inhérente d'une pousse. On peut simplement penser à la simple pousse. Donc, dès qu'on a une conscience conceptuelle, elle ne certifie pas nécessairement l'absence d'existence inhérente et elle ne saisit pas nécessairement l'existence inhérente. Contrairement à ce que disait Hashang Mariana, parce qu'il disait qu'il ne faut pas penser, parce que dès qu'on pense, on saisit l'existence inhérente, donc il ne faut surtout pas penser. Et donc, ça, ce n'est pas du tout le cas. Elles sont contradictoires. Elles sont contradictoires. Ouais. Mais je crois que, enfin, moi, je le sens comme ça, en tout cas, qu'il y a un lien entre la physique quantique, vraiment. C'est pour ça, parce que moi, cette histoire de vacuité, pourquoi on va tout le temps chercher la non-existence? Oui. C'est pourquoi on ne cherche pas à prouver l'interdépendance. Alors, parce que ce n'est pas la même chose. Ouais. C'est ça qu'il faut voir. C'est que l'interdépendance est une vérité conventionnelle. Ce n'est pas une vérité ultime. Et on peut même saisir l'existence dépendante. C'est exactement ce que font les Suotrantika. Dans le Tendal Topa de la Tsongkhapa, la louange à l'existence dépendante, il dit ça littéralement. Il dit pour nous, ou pour vous, parce qu'il parle au Bouddha, il dit pour vous, la causalité réfute l'existence inhérente, mais pour d'autres, comme les Suotrantika, implique l'existence inhérente. Pour les Suotrantika, une vérité ultime, c'est un impermanent. Les Suotrantika qui suivent le raisonnement, ils disent c'est d'un dambar d'un c'est un phénomène ultimement capable d'opérer une fonction. Donc, pour les non-prasangika, la causalité implique la causalité inhérente. Pour les prasangika, c'est tout le contraire. Si c'est causal, si ça dépend de cause, c'est vide d'existence inhérente. Donc, c'est pourquoi il faut arriver à une négation, il faut faire une ablation. Vous vous souvenez les diapos qu'on avait vus? Il faut faire une ablation, il faut retirer. Parce que nous, on surimpose, on a une réalité, comment ça s'appelle, les réalités, c'est vrai comme les photos, ouais, une réalité augmentée. C'est une réalité augmentée, exactement comme quand on veut acheter un nouveau canapé, et on a le salon, la photo du salon avec le canapé. C'est une réalité augmentée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour retirer cette réalité augmentée? Faire une ablation et constater l'absence, exactement comme le gamin qui ne peut pas s'endormir, il doit constater l'absence du monstre sous son lit. Ça, c'est très important. Et ça, c'est beaucoup de développements qui sont donnés par Lama Tsongkhapa dans ses différents textes sur la vue. Ouais, il y en a cinq. Il y a le Lamrim, le grand Lamrim, le Lamrim intermédiaire. Il y a le Lekshe Ningpo sur les textes interprétables et définitifs. Il y a le Madhyamaka Avatara, son commentaire, et le commentaire du Madhyamaka Shastradaya Nagarjuna. Dans tous ces textes-là, c'est juste une cohérence absolue. Ah, pas absolue, parce que rien n'est absolu. Une cohérence hallucinante. De valider l'interdépendance pour l'usage de Exactement, oui. Sauf que l'une n'est pas l'autre, parce que l'interdépendance est une vérité conventionnelle et la vacuité est une vérité ultime. Mais l'une renvoie à l'autre, mais n'est pas l'autre. Ouais. Hein? Au niveau de l'expérience, c'est différent. C'est tout à fait différent. Exactement, parce que cette méditation sur la vacuité, c'est une méditation semblable à l'espace. On doit certifier une absence, une simple absence, une négation non affirmative. Et ensuite, quand on sort de cette méditation, on est dans la post-méditation semblable à l'illusion, avec l'interdépendance, etc. Donc les deux se renforcent, mais l'une n'est pas l'autre. L'une mène à l'autre, d'une certaine manière. Ok, magnifique.
Oui, c'est facile à comprendre. On va essayer de voir ça. On va essayer, oui, on va essayer de voir ça. On va essayer de voir ça. Il y a un aspect de l'interdépendance qui est facile à comprendre. La cause et son effet, c'est assez, les animaux y arrivent très bien. Moi, quand c'était vers 5 heures pour Mogwai, je sortais le paquet de croquettes, je secouais le paquet de croquettes, je savais très bien qu'il faisait la relation entre l'effet et la cause. Donc, les animaux y arrivent très bien. Tout le monde y arrive. On peut très bien, vous voyez un point d'eau, si vous avez soif, vous voyez un point d'eau, nécessairement, vous allez faire la corrélation entre la cause et l'effet. Ça, tout le monde peut le faire. Mais les différents niveaux d'interdépendance, c'est là où, ah oui, c'est une autre histoire. Ouais, c'est grossier. C'est grossier, ça encore. Oui. Par rapport au fait qu'est-ce qui a fait que l'univers se mette dans la main, il a fallu pour que l'interdépendance, il a fallu pour que c'est ça. Oui, oui, oui. Ça, c'est facile. Nous, on y arrive. Les animaux, non. Oui. OK. Très bien. C'est des croquettes. Oui, les croquettes. Exactement. OK, très bien. Donc, chapitre 24, juste merveilleux. Ce Santé enseigne beaucoup sur le chapitre 24. Vous retrouvez, par exemple, dans Comprendre la voie médiane, dans La foi fondée sur la raison, etc. Dans différents textes, Santé commente ces trois chapitres essentiels, 24, 26 et 18. Ouais. OK, très bien. Ceci étant, cela advient comme dans l'exemple du cours quand existe le long. C'est exactement ce qu'on disait ce matin dans le Ratnavali, ouais, premier chapitre. OK, donc ici, je ne sais pas pourquoi il y a A, A, A. J'aurais dû mettre A, B, C, mais c'est peut-être pas même nécessaire de mettre A, B, C, etc. Ce qu'il faut essayer de voir, c'est qu'il y a trois niveaux de production dépendante, ou d'origine dépendante, ou d'existence dépendante. Ouais. Ça, si vous regardez par exemple euh, Tsongkhapa's Final Exposition of Wisdom de Jeff Hawkins, il montre ça, qu'il y a ces différents niveaux. Il y a la production dépendante au sens littéral, ça on en a déjà beaucoup parlé. Ouais. Et donc, un effet dépend de ses causes, nécessairement. Il n'y a pas d'effet sans cause. Donc, l'effet dépend nécessairement de cause. Et donc, puisqu'il dépend de cause, il est dénué d'existence indépendante par rapport à des causes. Ouais, c'est ce qu'on trouve dans les textes, dans les sutras, par exemple. Quand c'est Ken, le qui est pas dema, qui est de la qui est chez Yemayin. Ouais, si ça naît en dépendance de cause et de conditions, ce n'est pas vraiment né. Ce n'est pas véritablement né. Ce n'est pas né de manière inhérente. Ouais, c'est exactement ça. OK? Et il y a là l'existence dépendante en termes de relation dépendante. Apeksha samutpada. Ouais. C'est la relation dépendante. C'est la rencontre entre les parties et le tout. C'est-à-dire que le premier niveau, prapya samutpada, ça ne correspond qu'aux impermanents. Seuls les impermanents dépendent de causes et conditions. Ouais. Si on prend le terme littéral de condition comme une cause, ouais, ce qui produit quelque chose. Mais les phénomènes permanents, comme les impermanents, dépendent aussi de leur partie. Par exemple, on avait vu la dernière fois l'espace incomposé, il dépend de direction. L'espace incomposé, c'est une simple absence de contact obstructif, donc c'est permanent, c'est une simple absence, mais il dépend de ses parties constituantes, les directions. S'il dépend, il est dénué d'existence indépendante. Ouais, par rapport à des parties constituantes. C'est ce que dit la Tsongkhapa aussi dans son commentaire au Madhyamakavatara. Il déconstruit d'abord la saisie d'existence inhérente des impermanents et il dit ensuite, maintenant qu'on a vu pour les choses produites, eh ben, on va s'attaquer aussi aux permanents. Et donc, il dit même les permanents sont composés de parties. Ça, c'est très important. Et donc, s'ils sont composés de parties, eh ben, ils dépendent de leurs parties. Oui. Rien n'existe ultimement. Ultimement, ça veut dire de son propre côté, sans dépendre de quoi que ce soit. Puisque tu viens de dire qu'il dépend Puisqu'il dépend de ses de parties. ses parties. Si on retire toutes les parties, toutes les directions, sud, nord, est, zénith, nadir, etc., est-ce qu'on a encore l'espace? Ouais, mais par exemple, si tu prends une marguerite
et tu retires tous les pétales, comme dans les contes, tu sais. Tu retires tous les pétales, le pistil, la tige, etc. Est-ce que tu trouves toujours la marguerite? Ça veut dire qu'elle dépend de ses parties. S'il n'y a plus les parties, il n'y a plus la marguerite. Donc, elle dépend de ses parties. L'espace, c'est pareil. L'espace, il n'est constitué que des directions, dans toutes les directions, etc. On retire toutes ces directions, il n'y a plus l'espace. Donc, il dépend aussi. Ouais, ça, c'est important. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas de cause, mais il dépend de ses parties constituantes. Et ce qui est beau aussi, ce qu'on trouve dans The Beautiful Adornment of Mount Meru de Shankara Rapedoje, c'est que pour les Prasangika, les parties sont les conditions d'existence sine qua non du tout. Il dira que pour les Prasangika, condition ne veut pas nécessairement dire la cause. C'est-à-dire que c'est une condition sine qua non. Par exemple, vous vous souvenez, on essaye de mettre, par exemple, s'il y a du thé jusque-là, ici, il y a du thé jusque-là. Qui dira qu'un matin c'est à moitié vide? Qui dira qu'un matin c'est à moitié plein? Jusque-là. Moitié-moitié. Moitié-moitié. Qui a raison? Qui a tort? Tout le monde a raison. Vous êtes sûr? Tout le monde a tort. Ultimement, tout le monde a tort. Si tout le monde a raison, ça dépend de quel point de vue on se place. Si ça dépend d'une désignation, si ça dépend d'un sujet, ça n'existe pas du côté de son objet. C'est-à-dire que de son propre côté, elle n'est ni pleine ni vide. Ça veut dire que notre désignation la désigne comme étant pleine ou comme étant à moitié vide. Et donc, ça veut dire que notre désignation est une condition sine qua non au fait que la tasse soit vide ou pleine. Mais pas en termes de condition dans le sens de cause, puisque c'est en même temps. On désigne la tasse, tiens, elle est à moitié vide. Donc, notre désignation existe en même temps que la tasse à moitié vide. Si ça existe en même temps, c'est pas causal, mais c'est une condition sine qua non. C'est ça que ça veut dire. Quand on a ici la désignation dépendante, qui est une condition sine qua non à l'existence des phénomènes, c'est-à-dire qu'aucun phénomène n'existe sans être simplement imputé. La simple imputation conceptuelle est une condition sine qua non de son existence, mais pas condition en termes de cause. Il n'existe pas nécessairement avant l'objet lui-même. Même pour l'espace inconditionné. Même pour l'espace inconditionné, ça veut dire que même l'espace est désigné en dépendance de la simple absence d'obstruction. C'est-à-dire qu'on a à l'idée l'obstruction et on réfute l'obstruction et on a l'espace. Et la vacuité de la tasse, ça marche aussi. La vacuité de la tasse existe en dépendance de la tasse et en dépendance d'une désignation. On réfute l'existence inhérente. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a la vacuité de la tasse. Donc, c'est pourquoi, si vous regardez par exemple Appearing and Empty de Sassante Dalai, où il dit que la désignation, elle peut exister avant le phénomène, avant la base d'imputation, elle peut exister pendant et elle peut exister après. Ça veut dire que, par exemple, vous vous souvenez, on avait dit les premiers peuples, les Amérindiens, les premiers peuples ont découvert l'Amérique. C'est pas Christophe Colomb, il est arrivé bien après. Ouais, les premiers peuples ont découvert l'Amérique, même si l'Amérique, on l'a désignée après comme étant l'Amérique. Ils ont quand même découvert l'Amérique. La désignation vient après la base d'imputation. C'est pas grave pour les places handicap. Et la désignation peut exister avant. On peut donner le nom d'un bébé avant même de l'avoir. On peut dire, tiens, un jour, je me marierai, etc. Enfin, pas moi, mais, mais des gens disent, tiens, un jour, je me marierai, et tiens, ils auront tel ou tel nom. Donc, on leur donne des noms, on les désigne avant même qu'ils existent. Donc, on peut très bien les désigner avant que leur base d'imputation existe. Et dans certains cas, la base d'imputation et le phénomène et la désignation coexistent. Ouais, ça me prendre l'exemple d'un directeur dans une association caritative, par exemple. Il y a une assemblée générale et la personne est présidente. Elle est désignée présidente. Elle est présidente dès l'instant où elle est désignée présidente. Et elle n'est plus présidente dès l'instant où il y a une nouvelle assemblée générale et qu'une autre personne est désignée présidente. La désignation et la base d'imputation coexistent. Mais pas dans tous les cas, loin de là. C'est pourquoi la désignation n'est pas nécessairement une cause, puisque la cause doit exister avant son effet. Mais parfois, ça coexiste, parfois, ça existe après. Non? Oui. Oui.
Oui, mais là encore, il faut garder à l'esprit, par exemple, sa sainteté dans How to see yourself as you really are, dans Se voir tel qu'on est en français, où il dit, en effet, il cite l'Upali Pariparicha Sutra, qui dit tous les phénomènes du monde sont simplement imputés par la conceptualisation. Ouais. C'est littéral, ouais. Euh, et donc, il dit, c'est un sutra qui dit le monde existe au travers d'une simple conceptualisation, etc. Et une simple désignation, etc. Mais sa sainteté aussi cite Aryanagajuna dans le Lokatitastavam, où qui dit si le feu était la simple désignation feu, on se brûlerait la bouche en disant feu. Donc le feu n'est pas que le mot feu, n'est pas que le nom feu, n'est pas qu'une une simple désignation en termes d'un son. Sinon, tout serait qu'un son, puisque tout est simplement imputé. Donc c'est pourquoi, quand on dit est une simple désignation, ça veut dire que ça n'existe pas dans la base d'imputation. Ça veut dire que ça existe au travers d'une imputation conceptuelle. Ça veut dire qu'à un moment donné ou à un autre, le phénomène doit être imputé pour exister. Mais ça ne veut pas dire que, par exemple, le matin, avant le café, on ouvre le placard et les tasses existent quand on les conceptualise. Puisque moi, avant le café, pour imputer des tasses, déjà, il y a déjà un peu trop dans le tirage. Donc, j'impute pas nécessairement des tasses. Mais les tasses m'apparaissent visuellement, donc elles existent. Mais si je les cherche, je ne peux pas les trouver dans leur base d'imputation. C'est pourquoi elles existent au travers d'une imputation conceptuelle. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'elles doivent être imputées conceptuellement pour exister. Sinon, jamais elles n'apparaîtraient à mes yeux avant que je sois lucide. Donc c'est ça qui est important de voir, hein, c'est que la base d'imputation et le phénomène imputé sont une même entité. Et donc quand l'une apparaît, bah, l'autre apparaît d'une certaine manière. Ouais. Quand la base d'imputation de la tasse apparaît, la tasse apparaît. Une tasse m'apparaît. Je n'ai pas besoin de l'imputer. Mais en général, il faut qu'elle soit simplement imputée. Parce qu'elle ne peut pas exister dans sa base d'imputation. Si on la cherche vraiment, on ne la trouvera jamais. C'est ça que ça veut dire. OK, donc on va essayer de voir des diapos. Est-ce qu'on a le temps aujourd'hui? Peut-être demain. Par rapport à ça, on aura les illustrations demain. Il n'y a d'indifférence, ça vous connaissez par cœur. Ah, vous connaissez par cœur. Ça, c'est très important. Si ça existe, c'est soit. Voilà. Alors, multiple, ça joue pas toujours, pas dans tous les cas. Pas dans tous les cas. Par exemple, existant est différent de non existant. Mais existant n'est pas multiple par rapport à non existant parce qu'il est tout seul. Ouais. Donc, il y a quand même des exceptions. OK. Très bien, très bien. Donc, le soi des personnes. Ah, ça, c'est magnifique. Chapitre 18, strophe 1, si le moi n'était autre que les agrégats, s'il était un avec les agrégats, il serait sujet à naissance et destruction, exactement comme les agrégats d'une existence sont venus et ont disparu. Ouais. S'il était, s'il était autre que les agrégats, il n'aurait pas leurs caractéristiques. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Donc, ici, on cherche toujours un moi inhérent, attention, hein. Ça, c'est vraiment. On se dit, OK, tiens, je vais étudier le Madhyamaka, tiens, je vais lire un texte d'Arya Nagarjuna. Tout de suite, à l'esprit, il faut qu'on l'ait. Ça veut dire qu'on fait une recherche ultime. On ne fait pas une recherche conventionnelle. Arya Nagarjuna a fait une recherche conventionnelle. Chapitre 26, quand il parle des 12 liens de production dépendante, il parle au sens conventionnel. Donc, tout va bien. Sauf que dans la plupart des chapitres, il recherche un truc inhérent, un moi inhérent, des agrégats inhérents, une unité inhérente, une différence inhérente. Ça, il faut vraiment le prendre pour acquis. OK. Donc, vous êtes d'accord que vous n'avez plus les mêmes agrégats que vous aviez au cours de votre vie passée? Vous êtes sûr? Certains. Vous êtes sûr, hein? On n'a pas les mêmes agrégats qu'elle dit. Voilà. Oui, exactement. Mais ce n'est pas non plus des agrégats intrinsèquement autres non plus. Exactement. C'est le même continuum. Très bien. Donc, en effet, les agrégats de la vie passée sont survenus un jour et ont disparu un autre jour. Ça, on en est sûr, non? OK. Si le moi, la personne inhérente, était la même chose que ces agrégats de la vie passée, on aurait eu un moi par le passé et il aurait cessé en même temps qu'eux, avec ces agrégats. Et donc, actuellement, on aurait un autre moi, tout nouveau, tout frais, etc., qui serait nouvellement survenu. Et donc, il n'aurait aucun lien avec le moi des vies passées.
Vous êtes d'accord? Ok, donc ça c'est très important. Non? Même fois, peut-être moins de fois la nuit que ce que les dents. Oui, peut-être. Côté négatif, en fait. Ah oui, ok. Oui, oui, oui. Si on était tout neuf, exactement, on n'aurait pas tout ce qu'on a accumulé par le passé, exactement. Ok, très bien. Donc, exactement comme les agrégats des vies passées sont venus nouvellement et ont cessé, eh ben, le moi, si c'était exactement la même chose que ça, eh ben, il aurait cessé. Donc, on aurait un nouveau moi actuel, la causalité karmique se perdrait, etc., etc. Ouais. Personne ne pourrait avoir le souvenir de ses vies passées. Le Bouddha ne pourrait pas avoir le souvenir de ses vies passées. Ce serait impossible. Et le karma se perdrait, etc. Il y a énormément de conséquences à l'absurde. Ouais. Et comme on a dit, comme il y a 5 agrégats, il y aurait un agrégat, parce qu'il n'y a qu'une personne, il n'y a qu'un moi. Donc, il n'y aurait qu'un agrégat. Lequel? On ne sait rien. Ou on aurait 5 mois, puisqu'on a 5 agrégats. C'est pas possible non plus. C'est pas possible. Alors, parfois, on est plusieurs dans sa tête, mais jusqu'à 5, c'est beaucoup. OK. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans les diapos à partir de demain, justement, parce que ça, c'est capital, ce raisonnement-là. On va se dire, OK, puisqu'il n'y a que deux possibilités, puisque le moi inhérent n'est pas un avec les agrégats, bien forcément, il est différent des agrégats, vous êtes d'accord? Mais s'il était différent de manière inhérente des agrégats, il serait séparé des agrégats. Et donc, le corps serait assis, mais pas la personne. L'esprit étudierait, mais pas la personne. L'esprit méditerait, mais pas la personne. Le corps serait en bonne santé, mais pas la personne, etc., etc., etc. Vous êtes d'accord? C'est impossible. Inhérente. Exactement. Puisqu'on cherche une différence. On cherche une différence inhérente. C'est bien. Tu devrais mettre un post-it là. C'est tellement important. Sur le front, là. Pas comme tout le monde le voit. Exactement. Tout à fait. C'est que conventionnellement, la personne est différente de ses agrégats. Conventionnellement, oui. Mais une différence inhérente, ça impliquerait une entité différente, une séparation. Oh, c'est totalement impossible. Ensuite, le soi des phénomènes. Ah ouais, j'adore ça. Chapitre 10, c'est mon préféré. Sur l'exemple du feu et du combustible, tout le processus de fonctionnement du moi et des agrégats d'appropriation a été complètement expliqué. Et cela vaut pour la cruche, l'étoffe, etc. C'est-à-dire que on verra dans les diapos à partir de demain qu'il y a aussi ce raisonnement quintuple d'Arya Nagarjuna qu'il emploie aussi dans le chapitre 10 entre le feu et le combustible. Le feu et les combustibles qui, dans ce cas, sont considérés comme causaux, c'est-à-dire que c'est le combustible qui est la cause du feu, etc. Alors que la personne n'est pas la cause de ces agrégats, elle coexiste à ces agrégats. Ouais, si ça coexiste, est-ce que ça peut être causal? Non, c'est pas possible. Mais malgré tout, cette relation de différence, d'unité, etc., on peut l'appliquer à tout. C'est ça qu'il dit à Nagarjuna. Ouais. Ouais. OK. Donc là, on n'a pas encore vu les raisonnements qu'il emploie. On les verra demain. Et donc, c'est ça, ça nous semblera certainement plus clair, j'espère. Et donc, ce raisonnement, justement, on le verra dans les diapos, mais il est aussi mentionné ici, encore une fois. Le feu n'est pas le combustible, donc ils ne sont pas un. Le feu n'est pas non plus à un autre endroit, le combustible ailleurs, donc ils ne sont pas intrinsèquement distincts. Ils ne sont pas séparés. Le feu n'est pas le possesseur du combustible. Le combustible ne réside pas dans le feu, ni celui-ci dans celui-là, ni le feu dans le combustible. Ça, c'est le raisonnement quintuple. Ouais. OK. Et donc, ça repose nécessairement sur ce raisonnement de ni un ni différent. Ouais. Ni un de manière intrinsèque, ni différent de manière intrinsèque. Ouais. Puisque le feu n'est pas, on pourrait dire, puisque la personne n'est pas intrinsèquement différente des agrégats, elle ne les possède pas. Puisque pour posséder quelque chose, il faut être différent de quelque chose. Mais si c'était différent de manière inhérente, eh ben, la personne serait séparée de ses agrégats. Et donc, on pourrait se dire, à la rigueur, c'est comme, par exemple, je possède mon téléphone. Mon téléphone est séparé de moi. Enfin, dans la plupart des cas, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça tout le temps, toute la journée. Ils greffent un téléphone sur l'oreille. Mais mon téléphone, je possède mon téléphone parce qu'il est séparé de moi. Ouais. Et là, ce serait le même principe. Si la personne était intrinsèquement différente de ses agrégats, elle pourrait, à la rigueur, posséder ses agrégats.
Ouais, parce qu'elle est séparée, exactement comme je possède mon téléphone. Or, c'est impossible puisque la personne n'est pas intrinsèquement différente de ces agrégats, elle ne les possède pas. Ouais, on ne possède que ce qui est différent de nous. Je ne me possède pas moi-même, par exemple. Ce serait débile de dire ça, non? Ouais, je ne me possède pas moi-même, je possède quelque chose qui n'est pas moi. Ok, donc on essaiera de revoir ça. Là, c'est juste pour vous donner les antipasti, pour essayer d'avoir cette familiarisation avec ces raisonnements qu'on reverra demain dans le diaporama. Ok, et là, c'est le même principe, cette strophe qu'adore ce Saint Dalai Lama. C'est le chapitre 22, strophe 1, ouais. Et lui, il remplace le Tathagata avec son nom. Ouais, il n'est pas identique au skanda, aux agrégats. Il n'est pas autre intrinsèquement que, ouais, parce qu'on cherche encore, là encore, un Tathagata inhérent, hein, un Bouddha inhérent. Il n'est pas identique aux agrégats. Il n'est pas autre que. Les agrégats ne sont pas en lui, il n'est pas en eux, et le Tathagata ne les possède pas non plus. Ouais, c'est juste un ordre un peu légèrement différent. Ouais. Qui alors est le Tathagata? Et sa sainteté médite en mettant son nom. Et vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez à chaque fois remplacer par votre nom en disant, mais je ne suis pas la même chose que mes agrégats, je ne suis pas séparé de mes agrégats, je ne les possède pas, je ne suis pas en eux, ils ne sont pas en moi. Ok, donc là c'est juste, on passe très rapidement, mais vous allez voir demain, on va prendre plus de temps. Ok, donc on verra tout ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Après, il faut digérer. Oui, qu'est-ce que c'est? Les gars sont contaminés par Oui, les agrégats sont contaminés, ouais. Ouais, les agrégats qu'on a, nous, pas ceux du Bouddha, hein. Ceux du Bouddha ne sont pas contaminés. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, dans le texte sur les écoles philosophiques, que Jojima Wampo dit que la définition d'un phénomène contaminé, c'est un phénomène qui est susceptible d'accroître les afflictions, donc les contaminations, soit en étant un objet d'observation, soit en étant concomitant à l'esprit. Donc, soit en étant un facteur mental, soit en étant un objet d'observation. Ouais, donc ça, c'est l'assertion générale des écoles en général, mais Acharya Chandrakirti, dans le Prasanapada, dans son commentaire au traité Racine de la voie médiane, il dit littéralement ce qui est contaminé, c'est soit l'ignorance qui saisit une existence véritable, soit les empreintes de cette ignorance fondamentale. Il dit ça, c'est contaminé. Et il dit ce qui est non contaminé, donc une sagesse non contaminée, c'est ce qui n'est pas souillé par soit l'ignorance, soit ses empreintes. Donc c'est un petit peu plus spécifique. Ouais. Oui, chez les Prasangika, c'est plus spécifique. Ça veut dire que pour lui, pour Acharya Chandrakirti, c'est une sagesse non contaminée. C'est nécessairement une sagesse. Le reste semble être contaminé dès l'instant où c'est l'objet d'observation de cette ignorance fondamentale. Alors bien sûr, les objets de cette sagesse aussi sont non contaminés. Dans la vacuité n'est pas contaminée. Et pour les écoles philosophiques de Kanchajime et Wanko, les phénomènes permanents ne sont pas contaminés. Parce que ils ne sont pas susceptibles d'accroître les afflictions, etc. Ouais, en étant des objets d'observation, des facteurs mentaux. Donc ça a l'air d'être plus général pour les écoles non prasangika et pour les prasangika contaminées, c'est soit l'ignorance qui saisit une existence véritable, soit les empreintes de cette ignorance. Ouais, il le dit littéralement. Ok, très bien, très bien. Et donc les agrégats contaminés, vous les connaissez par cœur, non? Nous, on a gagné. Oui, oui. Voilà, forme, sensation, identification, facteur composé et conscience. Bien, Nathalie. On a jamais. Contaminé, oui. Oui, mais là, avec Il a des agrégats. Alors, les mêmes que nous, est-ce que c'est nécessairement un corps grossier? Pourquoi pas un corps d'émanation? Un corps d'émanation, hein, c'est aussi une forme grossière et c'est considéré comme étant Bouddha aussi. Un Bouddha aussi. Donc, pourquoi pas?
mais le Bouddha est plus que ça. Ouais, surtout, en réalité, le Bouddha, on pourrait dire, même lui le dit dans le Sutra du Diamant, le Vajrakshitika Sutra. Il dit, ceux qui me voient par mon corps et m'entendent par ma parole ont pris une voie incorrecte. Le Bouddha et le Dharmakaya. C'est que le Bouddha et le Dharmakaya. En réalité, même quand on étudie les trois joyaux, etc., le Bouddha joyau ultime, c'est le Dharmakaya. Donc c'est surtout ça à quoi on aspire. Ouais. Mais c'est exactement. Ouais. Mais il n'empêche que, à part les Vaibhashika, les autres écoles ont considéré qu'un corps d'émanation est Bouddha. Ouais. Oui, oui, ouais. Pour les maîtres réincarnés, ça dépend à quel niveau ils sont. Euh, c'est pas nécessairement des Aryas. Est-ce que c'est nécessairement des Bodhisattvas? C'est compliqué parce qu'il y avait quelqu'un qui me posait la question à Geshe Jakpa. Au Peba, au Sankara Chakra, on est dans l'Uttara Tantra. Et il y a ces mentions-là, il y a ces questions qui se posent. Et lui, il dit qu'il est tout à fait possible qu'un bodhisattva fasse des prières d'aspiration pour renaître dans tel monde, dans telle renaissance, etc. Et ne pas nécessairement savoir qui il est quand il renaît en fonction de ses prières d'aspiration. Donc, ça pourrait très bien être un bodhisattva ordinaire, pas un Arya bodhisattva. Normalement, un Arya bodhisattva, il sait très bien où il en est, il va savoir exactement ce qu'il fait. Donc, ça dépend vraiment du niveau de réalisation du maître réincarné. Parce qu'un maître réincarné, c'est grâce à ses pratiques tantriques. Dernier module. Alex, dernier module. Et donc, c'est nécessairement quelqu'un qui a fait certaines pratiques qui lui permettent d'avoir un certain contrôle sur le bardeau de la mort. Ouais, sur ce qui se passe au moment de la claire lumière de la mort. Et donc, cette personne a nécessairement un certain contrôle sur ce qui se passe. Mais ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas d'agrégat contaminé. Elle peut très bien avoir des agrégats contaminés, tout à fait. Si c'est un Arya Bodhisattva, cette personne a un corps de nature mentale. C'est plus vraiment des agrégats aussi contaminés qu'avant. C'est toujours indépendant du karma contaminé. Et non, c'est plus indépendance du karma contaminé. C'est un karma non contaminé, normalement, à ce moment-là, puisque l'ignorance n'a plus assez de force pour produire une nouvelle renaissance contaminée, etc. Ouais, donc il a un corps de nature. Hein. Oui, exactement. C'est les empreintes de l'ignorance. Son corps de nature mentale est produit par les empreintes de l'ignorance et le karma. Je crois que c'est le karma non contaminé. Il a des afflictions innées, mais ça ne veut pas dire qu'elles soient nécessairement manifestes. Ouais, par exemple, sa sainteté dans Samsara, Nirvana and Buddha Nature dit qu'un Arya Bodhisattva a toujours l'ignorance fondamentale, mais plus l'ignorance qui est le premier lien. Parce que son ignorance n'est plus assez puissante pour produire une nouvelle naissance incontrôlée dans le Samsara. Il a toujours l'ignorance parce qu'il n'est pas arrivé au septième bhumi, pas nécessairement. Il n'y a qu'au septième bhumi que l'ignorance fondamentale est totalement éliminée. Mais même si quelqu'un possède l'ignorance fondamentale dans son quotidien, elle n'est pas nécessairement manifeste. Donc elle n'est pas nécessairement aux commandes d'une nouvelle renaissance, elle n'est pas nécessairement le premier lien. Il a bien la vision de tous ces tests de son travail. Normalement, un bodhisattva doit avoir les clairvoyances nécessairement parce qu'il maîtrise tous les niveaux des samadhis. Et les clairvoyances ont pour condition dominante un samadhi, nécessairement. Ouais. Ok, impeccable. On a fini aujourd'hui? Ok, je suis un peu déçu. Je pensais qu'on allait faire 1 heure de plus. Non, 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 c'est pour vous. Ok, après vous allez m'en vouloir. Ok, merci beaucoup, c'était un immense plaisir. Donc demain matin, on va essayer de reméditer à nouveau sur la vacuité. Et dans la matinée, on essaiera de voir ces diapos, de voir le raisonnement quintuple et le raisonnement septuple. Et après, on va voir où le vent nous mène. Merci beaucoup, c'était un immense plaisir. Prenez bien soin de vous pour la longue vie et l'excellente santé de sa sainteté Dalai Lama, pour que la Massopane Poitiers puisse revenir le plus rapidement possible avec une d'excellentes conditions pour continuer à guider la FMT et tous les êtres, et que tous les conflits, toutes les guerres, toutes les incohérences politiques, économiques, environnementales cessent le plus rapidement possible, que tous les droits humains et non humains soient respectés le plus rapidement possible, que les droits des animaux, les droits de l'environnement, les droits à l'autodétermination des peuples
soit respectée le plus rapidement possible et que nous puissions tous obtenir l'éveil le plus rapidement possible grâce à cette magnifique sagesse de la vacuité. Merci beaucoup et à demain, j'espère. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci. À demain. À À demain. demain. Merci. Bonne Salut.